Dans cette vidéo, on va décomposer la façon de penser des milliardaires pour comprendre comment est-ce qu'ils font des choix et ainsi répliquer ces modèles dans notre propre vie. Cette vidéo, elle sera séparée en 4 parties. Dans la première partie, on verra comment rester pauvre en utilisant l'histoire du moulin à eau et les deux frères. Ensuite, on verra la science du milliard en s'appuyant sur Archimède, c'est un petit indice. Dans la troisième partie, on va décomposer 10 business de milliardaires pour bien comprendre et illustrer la théorie qu'on aura vue dans la partie 1 et la partie 2. Et dans la partie 4, on verra 3 modèles mentaux qui utilisent des milliardaires, à savoir le premier modèle mental, c'est un modèle mental d'Elon Musk qui est la secrète sauce d'Elon Musk. Deuxième modèle mental, c'est le modèle mental de l'associé de Warren Buffett que j'ai appelé le tombeau de Charlie Munger. Et le troisième modèle mental, c'est le modèle mental de Steve Jobs. C'est ce modèle mental qu'il a utilisé pour faire tous ses choix, pour amener Apple jusqu'à là où elle en est aujourd'hui, à savoir la boîte la plus valorisée au monde. Voilà pour le programme de cette vidéo. Et avant de commencer, je vais me faire 2 rappels à moi-même. Numéro 1, vise les 10 millions, pas le milliard, parce qu'il y a trop de problèmes liés pour aucun intérêt à part l'ego. Et numéro 2, fais toujours des trucs qui te plaisent, parce que l'argent, c'est un moyen, pas une fin. Ok, on est parti pour la vidéo. Je passe sur mon ordinateur parce que ça sera beaucoup plus simple. On est bon, 1 devant 2, ça c'est bon. Ok, on est parti du coup pour cette vidéo. Sans plus tarder, on attaque. Partie 1, comment rester pauvre. Décomposition macro. Tu vois, c'est ce qui est écrit littéralement sur la slide, sur ma magnifique slide. Donc l'objectif de cette première partie, c'est de comprendre quels sont les choix et les actions qu'on peut faire qui vont faire qu'on va rester pauvre et quels sont les choix et les actions qu'on peut faire qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir, entre guillemets, s'élever vers la richesse. Tu comprends l'idée. Bref, l'idée c'est vraiment de décomposer d'un point de vue scientifique la science de la richesse. En fait, on pourrait un peu appeler ça comme ça. Et pour ça, je vais te raconter une petite histoire, parce qu'on aime les histoires, c'est sympa, les petites histoires. Il était une fois 2 frères qui vivaient dans un petit village avec leur père. Ils étaient plutôt contents. Le truc, c'est qu'ils étaient très pauvres, mais comme leur père faisait un petit boulot à côté, faisait un petit boulot, ça leur permettait de se nourrir correctement, d'avoir un toit très, très sobre, un petit 10 mètres carrés, on va dire. Mais voilà, ils survivaient, on va dire. Le problème, c'est qu'un jour, leur père, il part au travail et il revient pas. On sait pas s'il est mort, on sait pas s'il est disparu, mais une chose est sûre, il y a plus d'argent qui tombe dans la maison. Donc les 2 frères, ils se disent, ok, faut qu'on se mette à gagner de l'argent. Et comme les deux, ils savent que le business de l'eau, c'est un business qui est en plein essor, en pleine croissance, et qui est un business où ils peuvent faire de l'argent, les deux décident de se lancer dans le business de l'eau. Sauf qu'ils sont en désaccord sur la façon de se lancer dans le business, donc les deux construisent leur propre business séparément. Le premier frère, ce qu'il fait, c'est que tous les matins, il se lève à 5h du matin, il prend 2 grosses jarres, il va direct à la source, il va chercher l'eau, et il la ramène au village pour revendre ces 2 jarres. Dès les premiers jours, son activité, elle marche correctement. Donc, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire il va chercher la jarre, il la ramène. Quand il la ramène au village, il fait voilà, qu'il va acheter ma jarre d'eau. Il y a des gens qui lui achètent. Et ça lui permet de gagner suffisamment d'argent dès les premiers jours pour se nourrir correctement. Le deuxième, lui, il part sur la construction d'un moulin à eau. Le problème, c'est que construire un moulin à eau, c'est hyper compliqué. Donc, les mois passent, mais le deuxième frère, il a aucun résultat. Son moulin, il fonctionne pas, ou s'il fonctionne, il se casse la gueule, ou une fois sur 2, il y a des fuites dans son moulin. Bref, il n'arrive pas à remplir une seule jarre avec son moulin. Et au bout de quelques mois, le deuxième frère, il en est même carrément contraint à devoir aller voir son premier frère pour lui mendier de l'argent, parce que son moulin, ça lui rapporte rien. Ça, littéralement, ça ne rapporte aucun argent. Mais plus les mois passent, et plus le premier frère, il commence à s'épuiser. Faut dire que se lever à 5h tous les matins, porter 2 énormes jarres et aller chercher de l'eau, marcher pendant 4 heures et faire ça tous les jours, au bout d'un moment, ton corps, il a du mal à supporter. Donc, non seulement le deuxième frère, il gagne pas de plus en plus d'argent, puisque tous les jours, il amène seulement 2 jarres, il peut pas vendre plus que 2 jarres, mais en plus, il y a des jours, il peut pas aller chercher ces 2 jarres d'eau parce qu'il est tout simplement trop fatigué. De l'autre côté, le deuxième frère, son moulin, il commence à prendre forme. Après 2 ans de travail acharné, enfin quand même, les premiers résultats du moulin, ils commencent à être là. C'est-à-dire qu'au début, le moulin, il est pas incroyable, mais il réussit à remplir 1 jarre d'eau par semaine. Ce qui est vraiment pas ouf, mais déjà, il y a des premiers résultats qui sont présents. Donc le deuxième frère, il continue à travailler sur son moulin pour l'améliorer encore et encore. Et puis son moulin, il passe de 1 jarre par semaine à 1 jarre par jour. Puis de 1 jarre par jour à 4 jarres par jour, puis 10 jarres par jour, et ce jusqu'à arriver à 40 jarres par jour. Et c'est génial parce que non seulement il peut vendre ces 40 jarres par jour qui lui rapportent enfin de l'argent, mais en plus il a 100% de temps libre pour se consacrer à la construction d'un 2e moulin, puis d'un 3e moulin, puis d'un 4e moulin. Et c'est comme ça qu'en seulement 2 mois, le deuxième frère, il est devenu l'homme le plus riche de son village. En voyant ça, le premier frère, il comprend pas. Il va le voir et il lui demande « C'est quoi qui a fait la différence entre nous deux ?» Et c'est là où je vais interagir avec toi, cher téléspectateur. Bon, c'est pour la télé, mais j'ai la personne qui me regarde. Et je vais te poser la question. À ton avis,
qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux? Quel est le truc, la façon de penser entre les deux qui a rendu le premier pauvre et épuisé jusqu'au presque à la mort, alors que le deuxième, ça l'a rendu riche en à peine quelques mois, le tout sans se tuer à la tâche. À ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence? Et je te donne un petit indice. Cet indice, c'est ce schéma. Ce schéma, c'est quoi? C'est un schéma qui a été fait par Walt Disney, donc le mec qui a créé Disney littéralement. Et ce schéma, il a été fait avant la construction de Disney. Et ce schéma, c'est la clé pour comprendre la différence entre les deux frères et comprendre comment est-ce que scientifiquement on peut devenir milliardaire et au contraire, quelle est plutôt l'erreur qu'on ne doit pas faire pour devenir milliardaire. Donc encore une fois, je te laisse mettre pause et essayer de réfléchir à la réponse. Ok, j'espère que tu as fait pause, que tu as réfléchi. Si c'est pas le cas, je vais rien faire du tout parce que j'ai aucun contrôle sur ce que tu peux faire. Mais essaye de le faire parce que tu le sais, ce qui compte le plus, c'est pas la théorie, c'est la pratique. Donc voilà, essaye de réfléchir, d'être proactif, c'est cool. Donc la réponse à ce qui a fait la différence entre les deux, c'est le système. Le premier frère, il a travaillé pour gagner de l'argent, alors que le deuxième frère, il a travaillé pour construire un système qui lui rapporte de l'argent. Et ça peut sembler être rien du tout, mais cette petite nuance, en fait, elle fait toute la différence. Pourquoi un système? En fait, notre temps est limité. On est d'accord, on a tous 24 heures dans une journée. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est avoir des outputs, à savoir l'argent, qui sont qui sont énormément démesurés par rapport au temps qu'on y passe. Et donc, dans cette logique-là, on ne peut pas échanger notre temps contre de l'argent. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, le premier frère, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait un business model où il échangeait son temps contre de l'argent. Donc, s'il travaillait plus, il gagnait plus d'argent. Son temps était connecté à l'argent qu'il recevait. Et ça, quand on veut gagner énormément d'argent, ça ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison qu'on a une limite physique de 24 heures dans une journée qu'on ne peut pas dépasser. Donc, même si on a beau optimiser pour gagner un peu plus d'argent, pour avoir notre taux horaire qui est un peu plus élevé, on pourra jamais devenir plus que maximum millionnaire. Et encore, même millionnaire, c'est vraiment compliqué avec simplement ce modèle. Et en fait, c'est là où le système, c'est magique, parce que au lieu de travailler pour échanger notre temps contre de l'argent, on travaille pour construire un système, c'est-à-dire plus ou moins un mini-nous, en fait, qui va, lui, nous rapporter de l'argent, mais de façon décorrélée du temps. C'est-à-dire que des fois, notre système, il va tourner alors que nous, on n'a rien à faire, et notre système, il va nous rapporter de l'argent. Dans l'histoire du deuxième frère, le frère, il avait beau travailler ou ne pas travailler, son moulin à eau, il tournait, et tous les jours, il lui remplissait des jarres, et après, lui, il avait juste à récupérer ses jarres et à les revendre. Et qu'il soit là ou qu'il soit pas là, le moulin, il tournait. Et en fait, c'est ça, la vraie puissance du système, c'est de pouvoir décorréler notre temps de notre argent pour pouvoir avoir ces revenus qui sont exponentiels et pouvoir justement construire des systèmes pour pouvoir améliorer, pour faire en sorte que les systèmes rapportent de plus en plus d'output, de sortie donc d'argent, sans nous y passer plus de temps. C'est ce que je t'ai mis ici. Notre temps, il est limité. Pour générer de l'argent illimité, du coup, il faut décorréler notre temps de notre argent. Et c'est ça qui permet de faire des systèmes. Et du coup, pour terminer la petite anecdote avec ce schéma qui est incroyable. Ce schéma, en fait, je vais te le remettre en grand comme ça sera mieux. Ce schéma, c'est un schéma du coup qui a été fait par Walt Disney. J'ai plus l'année exacte, mais en fait, il a été fait avant même que les toutes premières bases de Disney soient posées. Et en fait, ce schéma, c'est littéralement le système Disney. Il représente comment est-ce que le système Disney va être construit, comment est-ce qu'il va générer de l'argent. Et tu peux voir que Walt Disney, notamment le mec était trop chaud parce que littéralement tout ce qu'il y a sur ce schéma existe aujourd'hui dans la vraie vie. Mais aussi, tu peux voir qu'il avait compris le fait de construire un système et d'être décorrélé ce système parce qu'à aucun moment dans le système, il y a une case Walt Disney où lui il doit travailler. Non, tout est indépendant de lui et tout du coup génère de l'argent grâce au système. Bref, t'as compris la logique. Et donc ce schéma aujourd'hui a vu le jour. Enfin, c'est fou qu'il ait réussi à faire ce schéma-là, mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Bref, tout ça pour dire que si tu veux devenir milliardaire ou au moins millionnaire, tu dois construire un système qui ne dépend pas de toi parce que ça te permettra de décorréler ton temps de l'argent que tu gagnes. Mais, parce que oui, il y a un mais, c'est pas aussi simple que ça. Juste construire un système, ça ne suffit pas.
Parce que tu connais très probablement plein d'infopreneurs qui ont un système qui est un tunnel de vente, parce que littéralement un tunnel de vente, c'est un exemple de système qui est décorrélé de toi. Pourtant, ces infopreneurs, ils sont pas millionnaires, ils sont pas milliardaires, la plupart, ils galèrent à gagner de l'argent, et même ceux qui arrivent, souvent leur système, le palier, il est bloqué à entre 5 000 et 10 000 euros par mois sur leur tunnel de vente. Donc, c'est quoi la différence entre un système de milliardaires, typiquement Amazon ou Walt Disney comme on a pu le voir avant, et un système pourri, typiquement le livret A, qui est un exemple de système. Le livret A, c'est décorrélé de ton... Enfin, le livret A te permet de décorréler ton temps de l'argent que tu gagnes, mais bon, le rendement, je crois que c'est 2% par an. Voilà, tu vas pas devenir milliardaire avec ça. Donc, c'est quoi la différence entre les systèmes qui te génèrent des milliards et les systèmes qui te rapportent rien du tout? C'est notre partie 2 avec du coup la science du milliard. Et la différence, c'est ce machin. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ce truc, c'est ce qu'on appelle un effet de levier, que tu as déjà très probablement dû entendre, le terme effet de levier, mais sans qu'on t'explique concrètement soit qu'est-ce que c'est, soit comment est-ce que ça vient s'implémenter dans la logique globale du business ou de la science de l'argent, comme j'ai appelé pour cette partie 2. Bref, effet de levier. Avant de parler de l'effet de levier, je citerai Archimède parce que c'est classe de citer Archimède. Bon, il n'était pas milliardaire, mais il était quand même sacrément intelligent, le bonhomme. Donc Archimède, il a dit, alors attendez, j'ai la citation juste ici. Hop. Donnez-moi un endroit où me tenir et un levier suffisamment long et je ferai bouger le monde. C'est quoi la logique derrière cette citation? C'est qu'en fait, quand on veut obtenir un certain résultat ou quand on veut mettre en place une certaine action et qu'on veut juste utiliser notre force pure, admettons que je veux déplacer un rocher énorme, je soulève un rocher énorme, juste en le prenant avec mes mains comme ça, impossible de le faire. Mais si par contre on vient caler un levier comme ça, je pense que tu as déjà vu voir ce schéma là, avec une sorte de triangle et un levier avec un rond ici, et toi t'appuies et ça fait ça, tu vois. Quand tu viens faire ça, littéralement toi la force de pousser que tu mets c'est la même, parce que c'est ton corps, tu utilises la force de ton corps pour essayer de soulever un objet, sauf que tu viens pousser sur le levier, et grâce au levier, ça permet de soulever l'objet. Donc, tu mets la même force en entrée, mais grâce au levier, oui, c'est ça, le résultat en sortie est beaucoup plus fort. Et c'est ça, en fait, l'idée des effets de levier. C'est des leviers qui vont te permettre de démultiplier les résultats que tu vas obtenir en mettant en entrée la même énergie, le même input. Je t'ai mis la définition la plus claire que j'ai pu obtenir de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est un levier qui permet d'obtenir beaucoup plus de résultats que les efforts que tu fournis. Ce que je viens de te dire littéralement. Et pour bien comprendre, je vais te donner un exemple. Et cet exemple, c'est YouTube. YouTube, c'est un exemple parfait de l'effet de levier. Tu vas passer, par exemple, je ne sais pas, 8 heures, on va dire, à créer une vidéo. Et il y a énormément de chances que ta vidéo ne fonctionne pas, qu'elle ne fasse pas de vues, surtout si tu n'es pas connu, tu n'as pas d'abonnés. Mais il y a une petite chance que cette vidéo explose, qu'elle fasse des millions de vues et qu'elle te rapporte énormément d'abonnés. Là, l'effet de levier, ça serait, on pourrait dire, la propagation sur YouTube. Et tu peux voir que toi, tu as mis le même effort, à savoir 8 heures pour faire une vidéo, mais ta vidéo, l'output qu'elle peut te rapporter, à savoir, on va dire, le nombre de vues pour simplifier, il peut être nul, littéralement nul de 0, ou il peut être énorme de des millions et des millions de personnes. Ça, c'est un exemple d'effet de levier. D'ailleurs, je t'ai mis une petite note par rapport à cet effet de levier, notamment par rapport à YouTube. Très souvent, ton output, ça va être 0 ou des chiffres proches de 0, donc des scores qui sont très très bas, quoi. Mais en fait, à un moment donné, tu vas faire un truc, tu vas pas comprendre, et l'output va être infini, ce que je t'ai mis ici, là, le symbole infini, dans 0,01% des cas. Et quand cet output arrive, c'est ce que les gens appellent un overnight success, oh là là, il a eu un succès comme ça du jour au lendemain. En fait, non, c'est juste que toi, tu avais utilisé l'effet de levier, sauf que toutes tes tentatives précédentes ont échoué, ou en tout cas, ont été très peu visibles. Et là, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce que tu as changé, mais cette tentative a fonctionné et elle est tellement gigantesque qu'elle compense au fois 1000 tous les échecs que tu as eu avant. Et du coup, à comprendre, plus ton effet de levier est grand, plus l'output est énorme. Dans la même logique, si on reprend le schéma là, bon, j'aurais dû le mettre sur le slide, mais je pense que tu comprends bien avec mes mains. Imaginons donc là, t'as ton édifice, là t'as ton bâton et là t'as le gros rocher. Si ton bâton il est tout petit comme ça et que toi tu viens mettre l'effort, le rocher va se soulever genre comme ça.
Mais si ton bâton il est énorme, ben, tu vas énormément soulever le rocher parce qu'en fait le levier est beaucoup plus grand, donc l'output potentiel est beaucoup plus grand. Donc plus ton effet de levier il est fort, plus ton output il va être énorme. Voilà, comprendre, hein, c'est juste pour t'expliquer la logique que tu as différents effets de levier, tu as des leviers qui sont plus ou moins forts, et nous on veut se concentrer sur les leviers qui sont les plus forts. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de te lister les principaux types d'effets de levier en allant chercher dans différents livres et aussi en réfléchissant. C'est pas une liste complète du tout des effets de levier, tout simplement parce que je sais même pas si c'est possible de faire une liste complète des effets de levier, il y en a tellement. Mais j'ai essayé de te donner les principaux types, les types qu'on retrouve quasiment tout le temps en business et qui sont selon moi et selon les auteurs que j'ai lus, les plus importants pour avoir, dans ton business, pour générer des résultats. Le premier, c'est la main-d'œuvre, le classique. Embaucher des gens. Littéralement, en fait, quand tu embauches une équipe, ça te permet de décorréler un peu de ton temps, puisque tu peux transmettre ton savoir ou alors récupérer le savoir d'une autre personne et faire en sorte que toi, tu n'y passes plus de temps sur cette tâche particulière de ton business pour te concentrer sur autre chose. Donc, c'est pas totalement décorrélé. Enfin, si tu décorrèles un peu ton temps de ton résultat, mais bon, si au final, tu passes à faire autre chose, c'est comme si dans notre histoire avec le moulin, le premier frère, il embauchait quelqu'un pour l'aider à aller chercher à la source. Au final, ils vont ramener 4 jarres à la place de 2. T'as un peu d'effet de levier, mais à part si c'est très très bien géré, dans la plupart des cas, ça sera pas non plus l'explosion. Enfin, en fait, si t'as que la main d'œuvre en effet de levier, ça sert à rien. Par contre, si tu combines la main d'œuvre avec les autres effets de levier, là, c'est hyper intéressant. Et pour combiner ça avec d'autres effets de levier, c'est simple, c'est qu'en fait, les employés que tu embauches utilisent aussi les effets de levier. Donc, non seulement toi, tu vas utiliser des effets de levier, mais en plus, tes employés vont utiliser des effets de levier. Et là, ça peut te donner des résultats vraiment monstrueux. Hop, je regarde parce que là, j'ai mes notes avec les autres effets de levier. Donc, le deuxième effet de levier, c'est l'argent, le classico. Donc, quelques exemples, ça va être l'investissement. Quand tu vas investir dans des ETF, dans des crypto-monnaies, dans des actions, ou dans des livrets A. Bon, le livret A, on a compris, c'est pas ultra efficace, mais voilà, quand tu viens utiliser ton argent dans des investissements et que l'argent se démultiplie, littéralement, c'est un type d'effet de levier, parce que toi, tu travailles pas plus, mais ton argent augmente. Une autre façon d'utiliser l'argent comme effet de levier, ça va être, par exemple, je sais pas, de payer de la publicité. Tu utilises l'argent pour augmenter rapidement ta scalabilité, les résultats que tu obtiens, ton acquisition. Pareil, c'est un autre exemple d'effet de levier. Un autre que je t'ai mis, la main d'œuvre. L'argent te permet d'avoir de la main d'œuvre, donc d'utiliser, de décorréler plus longtemps, décorréler ton temps des revenus que tu récupères. J'essaie de pas m'embrouiller. Un autre exemple d'utilisation de l'argent, ça va être tout simplement l'apprentissage. Quand tu achètes une formation, que tu achètes un coaching, en fait, tu utilises de l'argent pour gagner du temps en récupérant l'expérience de quelqu'un. Au lieu de toi passer 3 ans à apprendre une compétence, tu vas peut-être pouvoir l'apprendre en 3 mois. Parce que tu récupères l'expérience de cette personne-là, donc tu utilises ton argent pour gagner du temps. Un autre exemple d'utilisation d'argent, effet de levier. T'en as plein avec l'argent. Mais bref, tu comprends, le fait d'avoir de l'argent, ça te permet d'accélérer d'autres parties de ton business. Et donc, c'est un effet de levier. Ensuite, on a les compétences. Dans la même logique, ça te prend du temps à développer une compétence. Mais une fois que tu as cette compétence-là, tu ne dois pas refaire l'effort à chaque fois de redévelopper la compétence. Non, tu sais le faire. Au début, ça te prend du temps, par exemple, d'apprendre à écrire des bonnes vidéos. Donc peut-être au début, tu vas passer, 50 heures à écrire des bonnes vidéos. Mais en développant la compétence écrire des bonnes vidéos, à la fin, ça va te prendre que 5 heures pour en plus avoir des résultats qui sont beaucoup plus grands. Donc au début, tu y passais 50 heures en termes de temps pour des résultats qui sont petits parce que ta vidéo elle est pourrie au début, et à la fin, tu y passes 5 heures et ta vidéo elle est 10 fois mieux qu'au début. T'as développé une compétence. Cette compétence est un effet de levier qui te permet d'avoir plus d'output. Je regarde si j'ai noté d'autres trucs. Non, c'est ça, globalement. Donc voilà pour les compétences. Ensuite, ton réseau, dans la même logique. Ton réseau, ça va te permettre d'accéder à des clients potentiels, ça va te permettre d'avoir des accès plus faciles, ça va te permettre d'avoir des infos exclusives, ça va te permettre de peut-être pouvoir faire des partenariats pour pouvoir soit récupérer des clients, soit avoir plus de visibilité. Bref, le fait de connaître plein de gens, ça va te permettre de pouvoir avoir plus de résultats parce que tu vas pouvoir te propager dans plein d'endroits et avoir plein d'avantages. Donc le réseau. Ensuite, le branding, le personal branding, ça c'est un dont on parle très peu, mais selon moi, c'est un effet de levier qui est incroyable. Tu vas dans les 100 boîtes les plus valorisées au monde, tu verras, la plupart, elles ont des très bons branding.
Et pourquoi? En fait, il y a une logique qui est simple, c'est que notre marché en économie, il est régi par la loi de l'offre et la demande. Si tu proposes la même chose que ton concurrent, le client en face va prendre le produit le moins cher des deux, parce qu'on veut le maximum au moindre coût. Ça, c'est la logique de base. Si je te vends une table que mon concurrent vend la même table, mais que moi je te la vends à 500 et lui à 200, tu vas prendre la table à 200. Sauf que ce que le branding fait, c'est que cette table que moi je te vends par rapport à l'autre, elle devient unique. C'est-à-dire que tu n'as pas l'impression d'acheter la même table que l'autre, tu as l'impression d'acheter cette table où il n'y a que moi qui peux te fournir cette table en particulier. Et c'est ça que fait le branding. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux vendre plus cher que l'autre pour le même produit, plus ou moins, parce que moi, ma table, elle me prend pas plus de temps à construire que l'autre. Mais comme moi, ma table, elle a un branding derrière, ben toi, tu ne la perçois pas comme la même table que les autres personnes. Et du coup, moi, je peux utiliser un effet de levier pour mettre un prix qui est plus cher, décorréler mon prix du marché et devenir unique sur mon marché parce que j'ai un branding qui est hyper fort. C'est typiquement ce qu'a fait, par exemple, Tesla. Donc, c'est pour ça que le branding ou le personal branding, c'est un effet de levier qui est énorme parce que ça te permet d'augmenter drastiquement tes prix et juste de devenir décorrélé de ta concurrence. Les prix ne dépendent plus de ton marché, mais dépendent juste de toi et c'est à toi de venir fixer tes prix. Et donc, ça te permet d'avoir des marges énormes et d'exploser. C'est typiquement la stratégie d'Apple, Enfin, c'est pas la stratégie d'Apple, mais c'est un des leviers qu'utilise Apple, comme ils ont un branding incroyable, ils peuvent vendre des produits 4 à 5 fois plus cher que leurs concurrents, alors que leur coût de fabrication, ça leur coûte aussi cher que leurs concurrents. Donc voilà pour l'effet de levier. Et le dernier qui est le plus fort de tous, c'est le produit. Créer un produit. Donc en fait, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un produit, parce qu'en fait, le mot produit, on l'entend tout le temps, mais il n'y a jamais de définition claire. Tu sais, c'est ces termes que tu entends tout le temps. Alors, je sais pas, par exemple, productivité, mindset, produit, j'en sais rien, des mots comme ça, où on ne vient jamais poser de définition claire. Donc, je pense que c'est quand même important de venir comprendre qu'est-ce que c'est concrètement. Et pour moi, le produit, je le définis comme un objet physique ou non, duplicable à l'identique. Et tu peux voir, le mot identique, c'est le truc qui permet le mot qui est important. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est typiquement, par exemple, une formation. Tout le monde a la même. Quand je te donne une formation ou que je donne une formation à quelqu'un d'autre, tu vas obtenir exactement le même objet. Du coup, là, c'est pas un objet physique. Tu vas obtenir exactement le même objet. Ça, c'est un produit. J'ai pu récupérer ma formation, la dupliquer à l'identique et te le donner. À l'inverse, si je te fais un coaching, là, tu vas avoir chaque personne aura un coaching différent. Je vais pas faire le même appel avec toi qu'avec une autre personne, donc tu n'auras pas la même chose. Donc, je n'ai pas dupliqué à l'identique l'objet. Donc ça, typiquement, c'est un service. Et c'est ça où ce qui nous intéresse, c'est dans le produit, c'est cet aspect duplicable à l'identique. C'est-à-dire que tu vas mettre énormément de temps à créer ton produit, faire en sorte qu'il soit bon, que ce soit un produit qui intéresse les gens, etc. C'est là où tu vas passer la plupart de tes inputs, de ton temps. Mais une fois que ton produit est là et tu sais que ton produit, il fonctionne, il se vend, il est bon, ben, t'as plus rien à faire. T'as plus rien à faire à part tu dupliques et tu dupliques à l'identique à l'infini. Et là, c'est là où ton effet de levier est gigantesque parce qu'une fois que ton produit est validé et que tu sais qu'il est bon, ben t'as déjà tout fait, le travail, t'as juste à le dupliquer à l'infini. Bref, je pense que tu comprends la logique. Et c'est là où du coup l'effet de levier produit va avoir une certaine force en fonction du produit. C'est qu'en fait, je t'ai mis les 3 points. Le premier, ça va être du coup passer du temps à créer un produit dont les gens veulent. Le deuxième, ça va être exposer ce produit à un max de gens susceptibles de l'acheter pour pouvoir justement dupliquer une fois que tu as fait ce travail de « Ok, je sais que mon produit se vend, maintenant je veux l'exposer à un maximum de gens ». Et le troisième, où là ça va dépendre, c'est ce troisième point qui va faire que ton effet de levier va être énorme avec ton produit, où il va juste être fort, c'est la capacité à dupliquer ce produit facilement. Exemple, c'est ce que je t'ai mis. Plus le coût de duplication est faible, plus l'effet de levier est fort. Et je t'ai mis un exemple, une voiture. Elon Musk, quand il a construit le modèle Tesla, par exemple, je crois que c'est Tesla S, je connais pas plus que ça en Tesla, mais le modèle Tesla S, mais il a passé un certain temps à designer le modèle, à le construire, à le tester, à faire en sorte qu'il soit bon. Mais une fois qu'il avait créé son produit, il suffisait de le dupliquer à l'infini. Sauf que créer une voiture,
ça demande de la main-d'œuvre, ça demande des équipes, ça demande des matériaux. Main-d'œuvre, équipe, c'est la même chose. Ça demande des matériaux, ça demande des usines, etc., etc. Tu vois que le coût de duplication, il est très fort parce que il y a besoin d'humains pour venir dupliquer la voiture. En plus, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Donc, le coût, il est fort. C'est pour ça que l'effet de levier, quand tu construis un produit comme Tesla, il n'est pas si fort que ça par rapport à d'autres produits. Je parle juste en termes de produits parce que après, évidemment, Tesla va exploiter tous les autres effets de levier, à savoir l'argent, à savoir la main-d'œuvre, tout ce qu'on a vu avant pour faire exploser le produit. Mais juste le produit voiture en tant que tel, c'est pas un effet de levier qui est si fort parce que le coût de duplication est ultra fort. De l'autre côté, par exemple, faire une vidéo, ben là, c'est un effet de levier qui est immense parce que ta vidéo, tu passes du temps à la faire, à la construire. Mais une fois que tu la mets sur YouTube, le coût de duplication, il est littéralement de 0 parce que c'est l'algorithme qui se charge de dupliquer la vidéo et de la montrer à plein de personnes. Toi, tu n'as littéralement rien à faire. Que tu sois là ou que tu sois pas là, c'est l'algorithme qui se charge de dupliquer ta vidéo à l'identique et de la présenter à plein de personnes. Donc là, c'est un exemple de produit avec un coût de duplication qui est littéralement de 0 et du coup, l'effet de levier, il est extrêmement fort si tant est que tu arrives à faire une vidéo qui soit bonne et du coup qui intéresse les gens. Donc les deux premiers points, à savoir créer un produit dont les gens veulent et exposer ce produit à un maximum de gens susceptibles d'acheter. Là du coup c'est pas de l'achat pour la vidéo, mais tu comprends la logique en fait. Je pense que tu comprends la logique. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer des produits avec des coûts de duplication aussi faibles que possible. Donc numéro 1, créer un produit dont les gens veulent. Numéro 2, l'exposer à un maximum de personnes. Et pour l'exposer à un maximum de personnes, pour numéro 3, faire en sorte que le coût de duplication soit aussi faible que possible, voire qu'il soit de 0. Donc voilà pour les différents types d'effets de levier. Et dans le produit en soi, les deux plus forts types de produits que tu peux retrouver, ça va être numéro 1, comme on l'a vu, les contenus, que ce soit du coup les vidéos, les articles, etc. Ça, c'est un truc qui me fascine. La plupart des gens sont en mode créer du contenu, c'est pas forcément la meilleure façon pour faire de l'acquisition. Et c'est totalement vrai. Je pense que la meilleure façon de faire de l'acquisition, c'est de la pub, si on parle uniquement d'acquisition. Soit qu'en fait, le contenu a tellement d'autres effets qui sont intéressants, que ce soit développer ton branding, renforcer ta communauté, pouvoir communiquer avec les membres, et cet effet du coup propagation qui peut aller jusqu'à l'infini, que en fait c'est pour moi un truc qui est quasiment indispensable aujourd'hui par rapport à cet effet de levier. En tout cas dans ton système, à titre personnel, je pense que le contenu est un effet de levier où il y a très peu de cas dans lesquels c'est pas intéressant de faire du contenu. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est le code. Quand tu fais un site internet, quand tu fais un jeu vidéo, on verra après des exemples. Quand tu fais, je ne sais pas, voilà, un tunnel de vente, tout ça, c'est du code. En fait, le code, pareil, ces deux trucs-là, c'est les deux plus forts parce que ça a des coûts de duplication qui sont nuls. Ça te demande 0 effort supplémentaire à faire. C'est Internet qui se fournit de dupliquer ce truc-là. Et ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est Naval Ravikant dans son livre L'Almanach of Naval Ravikant. Où il explique les deux effets de levier les plus forts, donc c'est contenu et code, pour toutes ces raisons-là de coûts de duplication qui sont nuls. Donc voilà pour les effets de levier, je t'ai dit, j'ai pas une liste exhaustive, je t'ai mis les plus importants et c'est ceux qui nous intéresseront le plus. Et donc nous, notre objectif, ça va être de créer un système qui exploite au maximum ces effets de levier pour avoir le plus d'output possible. C'est tout. C'est juste, en fait, fondamentalement, c'est ça qu'on cherche à faire. Mais juste faire ça, ça prend 5 ans à faire minimum, parce que c'est hyper complexe, parce que ça demande de faire des tests dans tous les sens, ça demande d'échouer. Comme l'histoire avec le moulin, où en fait, au début, il va construire son moulin, son moulin, il essaie de construire son système. Au début, il va pas y arriver, il va pas comprendre pourquoi, ce système va pas fonctionner, ça va lui rapporter 0 résultat, mais il va essayer de retester encore et encore et encore, jusqu'à avoir un système qui commence à lui rapporter des résultats. Et ensuite, il va augmenter les outputs de son système en améliorant le système pour avoir de plus en plus de résultats. Et il augmente les outputs du système en venant rajouter des effets de levier. Donc voilà, et juste petite précision avant de passer à la partie 3, faut bien comprendre que la quantité n'est pas liée à la force. C'est beaucoup mieux d'avoir un gros effet de levier que 15 petits effets de levier. Parce que comme on l'a vu, si tu as 15 petits leviers comme ça, ça va peut-être te rapporter un petit résultat. À l'inverse, tu as un effet de levier énorme. Les résultats sont 15 fois plus grands. En fait, ce que je veux dire par là, c'est un gros effet de levier est beaucoup plus fort que 15 petits effets de levier. Donc, ce qui compte, c'est pas le nombre d'effets de levier que tu as, mais ce qui compte le plus, c'est la puissance de ces effets de levier. Et donc, concentre-toi sur peu d'effets de levier,
mais très puissant, plutôt que plein d'effets de levier qui sont pas très forts. Et pour bien comprendre ce point-là, on va passer du coup à la partie 3 où je vais analyser 10 systèmes de milliardaires en essayant de comprendre à chaque fois quels effets de levier ils utilisent. Et juste avant ça, si jamais la vidéo jusqu'à présent tu trouves qu'elle t'a apporté de la valeur, ça serait trop bien que tu prennes 30 secondes pour la partager à quelqu'un à qui ça pourrait aussi apporter de la valeur, parce que toi ça te permettra d'augmenter ta valeur à ses yeux, puisque la personne se dira trop bien, il partage des choses qualitatives. Et moi c'est la plus grande récompense que tu puisses m'offrir, parce que si chacune des personnes partage cette vidéo à une autre personne, je touche littéralement la terre entière. Évidemment c'est pas ce qui va se passer, mais tu comprends l'idée, le fait de la partager cette vidéo, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Donc merci si tu prends 30 secondes pour le faire, et on peut passer à la partie 3, à savoir du coup les 10 systèmes de milliardaires analysés. Le premier milliardaire qu'on va analyser, du coup c'est notre pote Jeff Bezos, le fameux fondateur d'Amazon, qui a une fortune. Bon, j'ai mis des chiffres à chaque fois pour les fortunes, ça varie en fonction des sites, c'était plus pour donner une approximation de à quel point le mec a de l'argent. On va dire du à peu près quoi. Donc 138,1 milliards pour Jeff Bezos, ce qui est pas mal du tout, hein. Donc lui, son système à Jeff Bezos, évidemment, c'est le site Amazon. Donc comment est-ce que ce système génère de l'argent? C'est un endroit où tout le monde peut se rendre pour acheter des choses ou vendre des choses, et lui va prendre un pourcentage des achats. J'ai vraiment ultra simplifié le fonctionnement d'Amazon. Le but n'est pas de rentrer en détail dans chacun des systèmes, mais de plus de comprendre de façon générale, ok, c'est quoi ce système et comment est-ce qu'il exploite les effets de levier. Donc le système de Jeff Bezos, c'est le site Amazon.com, littéralement. Et les effets de levier qu'il utilise, ça va être d'abord la main d'œuvre. C'est énorme, il y a 1,5 million de personnes qui travaillent chez Amazon. Quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit, ah oui quand même. Et en fait, le fait d'avoir tant de main d'œuvre, ça permet de pouvoir mettre en place tout ce système derrière. En fait, le site, c'est vraiment le point central. Mais ce qui est intéressant derrière sur le site, c'est le système d'achat et de vente. Et toutes ces personnes sont là pour que ce système puisse fonctionner. Donc ça c'est le premier effet de levier, la main d'œuvre. Et le deuxième c'est le produit en lui-même qui est donc une marketplace. Une marketplace c'est un endroit où on peut acheter des choses et vendre des choses. Et là juste je précise à chaque fois, qu'est-ce que ça veut dire PQGV? Ça veut dire produit que les gens veulent. C'est-à-dire créer un produit que les gens veulent, c'est ce qu'on avait vu avant. On veut créer un produit que les gens veulent, le diffuser à un maximum de personnes grâce à un coût de distribution qui est faible. Donc là, c'est pour ça que j'ai simplifié à PQGV, parce que j'avais la flemme de mettre à chaque fois et ça rentrait pas dans le diapo. Bref, donc pourquoi est-ce qu'Amazon c'est un produit que les gens veulent? Parce que c'est pas cher, c'est rapide, il y a un grand choix d'articles. Bref, c'est vraiment, t'arrives, tu dis, il y a tout ce que tu veux, tu le commandes en un clic et ça arrive demain chez toi. Donc incroyable comme produit. C'est duplicable à l'infini parce que c'est un site, donc littéralement c'est du code, et comme on l'a vu, le code ça se duplique, le coût de duplication est de 0, donc hyper bon duplicable. Et en termes d'acquisition, c'est ce système là qui est hyper intéressant, ça s'appelle la flywheel d'Amazon je crois. L'idée c'est que vous pouvez voir ici, c'est cette roue centrale qui représente la croissance d'Amazon, donc l'acquisition. L'idée c'est que plus il y a de vendeurs, plus il va y avoir de sélection sur le site, du coup plus l'expérience utilisateur sera bonne, du coup plus il y aura de trafic parce que l'expérience utilisateur sera bonne, et du coup plus les vendeurs auront envie de venir sur le site parce qu'il y aura beaucoup de trafic, et ça fait comme ça une boucle de croissance infinie, une boucle vertueuse qui permet de faire grossir le site, et derrière avec la croissance on vient réduire les coûts de structure, on vient réduire les prix, et ça améliore encore l'expérience utilisateur qui vient encore renforcer cette boucle, donc c'est un peu une double boucle de la croissance. Ça c'est le système d'acquisition d'Amazon. Bref, tout ça pour dire, sur ce premier point, c'est quoi le système d'Amazon? Enfin, le système de Jeff Bezos, c'est un système où il a créé un site internet, et ce site internet est fait de telle sorte que tu trouves tout ce que tu veux pour pas cher, et plus il y a de gens dessus, plus c'est intéressant. Donc c'est une boucle comme ça croissante, et ce qui fait que c'est un système qui utilise des effets de levier pour exploser à l'infini en utilisant la main d'œuvre aussi. Premier point, donc c'était Amazon. Ensuite, deuxième point, Mark Zuckerberg avec 57,3 milliards et son système, évidemment, Facebook. C'est aussi du coup un site internet, mais là la logique pour générer de l'argent est complètement différente parce que Facebook c'est ce que j'appelle un marché de l'attention. L'idée c'est que aujourd'hui au 21e siècle, oui on est bien au 21e siècle, notre ressource la plus précieuse c'est l'attention. C'est ça que les publicitaires se disputent, c'est ça que la TV se dispute, c'est ça que les youtubeurs se disputent, les infopreneurs, tout ce que tu veux, c'est l'attention, parce que l'attention rapporte de l'or, c'est grâce à notre attention qu'on va pouvoir venir derrière donner des informations, venir vendre des choses, etc. Bref, c'est vraiment la ressource la plus précieuse. Et Facebook, c'est littéralement ça qui vend. Il dit aux publicitaires, moi, j'ai un site où il y a plein de gens qui prennent volontairement de leur attention
et qu'ils la mettent sur ce site. Donc, je vais récupérer une partie de l'attention de ces gens-là et je vais vous la donner en échange de l'argent. Et donc, c'est comme ça que Facebook génère son argent. C'est il dit, OK, j'ai une plateforme, un site internet où il y a plein de gens dessus et on va le voir dans les effets de levier, mais il y a l'effet de réseau qui fait que plus il y a de gens, plus tu as envie d'y aller. Donc, il y a de plus en plus de gens. Donc, ça, c'est l'effet de levier. Et derrière, grâce à cette plateforme-là, il vient vendre aux publicitaires leur attention pour gagner de l'argent. Donc du coup, l'effet de levier, bon, j'ai remis la main d'œuvre encore une fois. De toute façon, sur tous les autres qu'on verra après, quasiment, il y a toujours la main d'œuvre. Je l'ai pas dit à chaque fois, mais c'est pour que tu comprennes la logique. Tous les employés de Facebook servent à faire tourner Facebook, à te coder sur le site, etc. Il n'y a pas que du codage, tu m'as compris. Et le deuxième, donc c'est ce que je te disais, c'est l'effet de réseau. On pourrait dire c'est un peu une sous-catégorie de la catégorie réseau dans l'effet de levier. Et cette idée que plus il y a de gens qui veulent y aller. Et du coup, ça fait que le site devient intéressant pour les annonceurs. Et les annonceurs, c'est les publicitaires. Et du coup, ça permet de générer de l'argent. Ce que je vais monétiser, attention, pub. Et c'est exactement le même modèle que Google. C'est pas pour rien si sur les GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, il y en a 2 sur 4 qui ont ce modèle-là. C'est parce que, comme je l'ai dit, l'attention, c'est une ressource c'est la ressource la plus précieuse, quoi. Et ça apporte bien quand on arrive à avoir cet effet de levier, de réseau. Donc voilà pour le numéro 2. Ensuite, numéro 3, Warren Buffett, qui est un modèle complètement différent des 2 premiers. De toute façon, à chaque fois, les 10 modèles que je t'ai mis, j'ai fait en sorte que ce soit des modèles différents, des systèmes différents. Donc tu vois, à chaque fois, c'est des systèmes qui permettent de rapporter très gros. De façon, voilà, ils exploitent pas les mêmes effets de levier, ils sont pas construits de la même façon, mais c'est que des systèmes où le temps est complètement décorrélé des résultats et ça rapporte des résultats énormes. Sur le premier, c'était un site littéralement où les gens se rendent et viennent, et plus il y a de gens, plus le site grossit, plus il génère de l'argent sans que tu aies rien à faire. Et le deuxième, c'est grâce à l'effet de réseau, plus il y a de gens, qui ont envie d'y aller. Pareil, tu n'as rien à faire et ça se démultiplie comme ça, et après tu peux revendre l'attention. Donc là, le troisième, Warren Buffett, avec 93,2 milliards, et lui, son système, c'est l'investissement, ni plus ni moins. Donc l'idée, c'est que il va récupérer un pourcentage des boîtes dans lesquelles il investit, et plus les boîtes grossissent, plus il récupère de l'argent. Bref, tu connais le concept d'investissement. Et lui, l'effet de levier, il est très simple, c'est l'argent, littéralement. Il utilise de l'argent pour récupérer plus d'argent. Et plus précisément, dans l'argent, l'effet de levier qu'il exploite, c'est les intérêts composés. L'idée des intérêts composés, je te l'ai résumé avec ce magnifique schéma. Ça, c'était, je crois, une expérience, enfin pas une expérience, mais comment je pourrais dire ça, expérience de pensée, on pourrait dire ça comme ça. On disait en fait, imagine, je te donne un échiquier, donc un jeu d'échecs, quoi, et je te donne 1 centime, et sur chaque case, je double l'argent que je te donne. Est-ce que tu préférerais que je te donne tout l'argent qu'il y a sur cet échiquier ou que je te donne 1 million d'euros ? Évidemment, de façon naturelle, on va dire, ok, 1 centime, bon, il y a combien de cases sur un échiquier ? 64. Donc, je préfère prendre le million d'euros. Mais en fait, on se rend compte, donc ça, c'est la courbe, que quand tu multiplies de case en case, ça a un effet exponentiel où ça va de plus en plus grand. Tu vois, ce penny, donc c'est le centime, quoi, c'est la pièce. Et au début, ça fait rien, mais plus tu multiplies, plus ça augmente jusqu'au moment où ça explose. Et là, quand ça explose de plus en plus. Comparé au million, t'as 1 million, mais t'as 1 million, quoi. Et donc cet effet, c'est l'idée d'intérêt composé de plus t'as d'argent, plus ça te rapporte de l'argent, et plus ça te rapporte de l'argent, plus t'as d'argent. Et c'est exponentiel comme ça, et ça s'accumule, et ça va de plus en plus vite. Donc voilà, c'est comme ça qu'Warren Buffett, du coup, lui a construit sa fortune, avec, en utilisant majoritairement l'argent comme effet de levier. 4e système, Ronaldo. Donc là, j'ai un peu triché, il n'est pas milliardaire, il a que 500 millions, mais c'était quand même intéressant. J'ai pas trouvé de meilleur exemple de personnes plus riches qui exploitent plus ou moins le même système. C'est pour ça que j'ai mis Ronaldo. Donc lui, son système, c'est la même logique que Facebook, sauf que c'est juste avec lui-même. C'est aussi un marché de l'attention, sauf que là où Facebook va proposer à des annonceurs de venir mettre leur publicité en échange de l'argent, là, Ronaldo, c'est lui-même le spot d'attention, et c'est les gens qui vont vouloir l'embaucher, les gens qui vont vouloir l'engager, parce qu'ils savent que Ronaldo attire l'attention. Quand il y a un match avec Ronaldo, il y a plus de gens qui vont regarder leur télé. Quand il y a une publicité avec Ronaldo, les gens seront plus susceptibles d'acheter le produit, etc., etc. Bref, c'est la même logique que Facebook, sauf que là, c'est lui-même, en fait, le marché de l'attention. Plus il arrive à récupérer de l'attention, plus lui, il peut gagner de l'argent, mais derrière, il travaille pas plus. C'est que, en fait, il y a de plus en plus de gens qui veulent le regarder, donc il vaut de plus en plus cher de façon naturelle.
Donc les effets de levier, c'est d'abord sa compétence, le foot, qui permet d'augmenter du coup cette attention en numéro 1, parce que faut pas oublier que c'est quand même un excellent joueur, même s'il n'y a pas que ça qui fait que c'est un bon marché de l'attention. C'est le premier point. Deuxième point, c'est le personal branding. Il y a une histoire, il y a Ronaldo, c'est des gens qui sont fans de Ronaldo, voilà, ont grandi avec la personne. Je connais pas du tout Ronaldo, hein, mais tu comprends l'idée, quoi. Il a un bon personal branding. Quand on parle de Ronaldo, on sait qui c'est. Voilà pour les 2 points. Je te les simplifie encore une fois, mais voilà, c'est cette logique il va utiliser ses effets de levier pour augmenter l'attention que les gens lui donnent, et derrière, il va pouvoir monétiser cette attention contre de l'argent. Le 5e, c'est Kanye West ou Michael Jordan. J'ai mis les deux parce que les deux ont le même système. Donc Kanye West 6,6 milliards et Michael Jordan 2 milliards. Et le système, c'est les fameuses chaussures. Donc à gauche, c'est les Yeezy et à droite, c'est les Air Jordan. Où là, l'idée, c'est que Kanye West et Michael Jordan sont des stars internationales et ils vont profiter de leur statut de star pour créer un produit qui va être associé à eux et que les gens vont vouloir s'arracher en masse parce que, les fans vont vouloir s'arracher en masse parce que ils apprécient la personne et aussi parce que le produit est bon. Et du coup, ils vont pouvoir produire un produit en énorme quantité, comme on l'a vu, avec un coût de duplication qui est pas très élevé, parce que c'est des chaussures, c'est beaucoup plus élevé que faire du code ou des médias, mais par exemple c'est beaucoup moins élevé que construire une voiture. Donc bref, un produit qu'on va pouvoir dupliquer comme ça en masse, et sur lesquels derrière ils vont générer des bénéfices. Donc des pourcentages sur les ventes. Donc c'est l'effet de levier. On a d'abord, comme on l'a vu juste avant, le même logique, personal branding de Kanye West plus Michael Jordan qui font que les gens les adorent, c'est ça le petit cœur, et qu'en plus ils vont pouvoir avoir une marge sur le produit. C'est-à-dire que comme en fait c'est la chaussure de Kanye West ou la chaussure de Michael Jordan, les chaussures on va pouvoir les vendre beaucoup plus cher que si c'était une sneakers lambda, parce qu'elles sont associées à ces figures et donc elles deviennent uniques et donc on peut augmenter les marges, comme je l'ai expliqué avant sur l'effet de levier avec le branding ou le personal branding. Et donc le deuxième effet de levier, le plus puissant du système, évidemment, c'est la chaussure en lui-même, le produit. C'est un produit que les gens veulent parce que il y a le personal branding plus cet aspect identité de quand je porte cette chaussure, on m'associe à Michael Jordan, quand je porte cette chaussure, on m'associe à Kanye West. Donc ça fait que les gens ont envie d'avoir ce produit-là. L'acquisition, c'est des stars, donc c'est ça qui fait que tout le monde en entend parler puisqu'ils sont déjà connus mondialement. J'ai mis grâce aux compétences, il n'y a évidemment pas que ça, il y a tout un tas de choses, mais je simplifie, c'est plus pour donner plein d'exemples de systèmes avec les effets de levier, etc. Et c'est duplicable à l'infini, parce que là, littéralement, Kanye West et Michael Jordan utilisent, là, Kanye West c'est Adidas et Michael Jordan c'est Nike, mais ils utilisent des sociétés à part pour produire, et eux, ils ont absolument rien à faire, c'est juste, ils vendent en fait leur image à la société, le fait que les gens sont que c'est des stars et que les gens les adorent, c'est ça qu'ils vendent à la société pour qu'on les associe aux chaussures. Et en échange, la société, elle sait qu'elle va vendre beaucoup sur les produits. Et donc c'est comme ça que Kanye West et Michael Jordan récupèrent de l'argent. Ils disent ok, tu produis les chaussures, tu vends, tu fais tout, et moi je récupère un pourcentage. Et pourquoi est-ce que je récupère un pourcentage ? Parce que tu vas associer ces chaussures à mon nom. Et c'est comme ça que ce système-là leur permet de rapporter des milliards et des milliards sans qu'ils aient rien à faire, parce que c'est duplicable, le coût de duplication est décorrélé d'eux par rapport au produit. Et tout ce que j'ai expliqué avant. Ensuite, le 6e, Ray Kroc. C'est peut-être un des rares que je pense que tu connaîtras. Peut-être pas. Ray Kroc, c'est ni plus ni moins que... c'est pas le fondateur de McDonald's, mais c'est celui qui a permis de rendre McDonald's connu à l'international, qui a créé toutes les franchises McDonald's. D'ailleurs, il y a un très bon film sur ce gars-là, c'est le fondateur, je crois. De toute façon, tu tapes film McDonald's, tu verras. Où ça raconte du coup la création de McDonald's. Donc lui, Ray Kroc, fortune de 21 milliards. C'est quoi son système ? Comme on l'a vu, c'est McDonald's, mais c'est pas vraiment McDonald's en soi son système, parce que c'est pas lui qui a créé McDonald's. Et puis au-delà de ça, s'il avait juste un seul McDo, ça suffirait pas du tout à le rendre milliardaire. Non, le système qui l'a rendu milliardaire, c'est l'idée de franchise, l'idée de dupliquer un restaurant à l'infini partout dans le monde avec les mêmes recettes, la même logique, le même fonctionnement pour pouvoir dupliquer l'argent qui est généré, puisque plus il y a de restos, plus lui il va gagner d'argent sans y passer plus de temps. C'est exactement la même logique qu'avec le moulin à eau dans notre histoire du début. C'est le frère, il construit un moulin, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et une fois que le moulin il est construit,
Il n'a pas besoin d'entretien ou quasiment pas besoin d'entretien. Il fonctionne tout seul et donc le gars peut passer 100% de son temps à construire d'autres moulins et au fur et à mesure, les moulins lui rapportent de plus en plus d'argent et ça permet de dupliquer comme ça à l'infini. C'est la même logique qu'avec McDonald's. Les McDo, c'est des moulins et on vient dupliquer les McDo à l'infini pour générer de plus en plus d'argent et lui vient prendre un pourcentage sur chaque achat, enfin sur chacun des McDonald's. Donc ce que j'ai mis, pourcentage de chaque McDo, les franchises. Et du coup, les effets de levier, on a évidemment la main d'œuvre pour faire tourner chacun des McDonald's. Mais on a aussi le plus important, c'est le processus de duplication des restaurants. Le fait de pouvoir dire, ok, si tu vas manger je connais pas rien du tout à McDo, je ne vais jamais à McDo. Mais si tu vas manger je crois que ça s'appelle un Big Mac, oui c'est ça, un Big Mac chez McDo, que tu ailles en Finlande ou que tu ailles en France, le Big Mac, ça sera exactement le même. Pourquoi ? Parce que le processus qu'ils utilisent est exactement le même, parce que c'est un processus qui est le même dans tous les McDonald's, qui fait que chaque McDo est identique et peu importe où tu vas, tu auras la même expérience McDonald's. Ça, c'est un effet de levier qui a été exploité pour dupliquer le restaurant à l'infini et donc garder l'expérience utilisateur optimale et donc maximiser les revenus et donc gagner plein d'argent. Voilà. Le 7e, c'est Notch, 1,2 milliard. Là, vous voyez qu'on commence à réduire un petit peu. On était dans des 20 milliards, 50 milliards. Bon, là, on arrive sur des 1 milliard. C'est peu, finalement, comme fortune. Non, bref. Notch, 1,2 milliard. Qui c'est Notch ? C'est ni plus ni moins que le fondateur de Minecraft. Voilà, Minecraft, jeu internationalement connu, qui a des millions et des millions de joueurs. Et comment est-ce que il a généré de l'argent lui avec Minecraft ? C'est simple, c'est un jeu que tu achètes 20 €. Et s'il y a 1 milliard de personnes qui achètent le jeu 1 €, tu gagnes 20 milliards d'euros. Et donc c'est comme ça que lui, il a généré tout son argent en vendant tout simplement le jeu à un maximum de gens. Et donc l'effet de levier qu'il a exploité pour le système, c'est évidemment le produit qui est le jeu vidéo en lui-même. C'est un produit que les gens veulent parce que c'est un jeu qui est cool, plus la nouveauté, plus l'aspect, plus il y a de gens, plus tu as envie d'y aller. Je l'ai pas mis, mais il y a aussi cet effet de réseau où Minecraft, c'est un jeu où tu retrouves tes amis, où tu joues contre d'autres personnes. C'est un jeu à plusieurs joueurs, donc plus il y a de gens, plus tu as envie d'y aller, plus c'est sympa. Ensuite, l'acquisition, le bouche à, je l'ai mis ici, le bouche à oreille plus l'effet de réseau. Donc cette idée de, en fait, c'est, j'ai joué à ce jeu qui est trop bien, t'y as joué. Ah non, je connais pas, mais vas-y, viens ce soir, télécharge jeu, on y joue ensemble, et hop, un nouveau joueur. Le lendemain, si tu fais la même logique des centaines et des centaines de fois, et ça se propage à l'infini. Le bouche à oreille, c'est vraiment un système d'acquisition qui est hyper fort, qui est hyper sous-estimé, mais quand tu as vraiment un produit qui est bon et que les gens en parlent, les gens ont envie d'en parler, ça peut faire des effets comme par exemple avec Minecraft qui sont ravageurs, où le jeu devient internationalement connu. Donc voilà, et c'est évidemment duplicable à l'infini puisque c'est du code, donc même logique que on l'a déjà vu avant. Une fois que le jeu est créé, il suffit de créer, tout le monde peut le télécharger, tout ça, et le coût de duplication est de 0. Ce qui permet du coup de créer comme ça un système qui peut se propager à l'infini, et donc générer beaucoup d'argent. Le 8e, Bill Gates, on retourne dans des fortunes un peu plus vénères, donc 122,6 milliards d'euros. Son système, évidemment, c'est Microsoft, mais encore une fois, je l'ai mis parce que c'est pas la même logique que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc là, lui, comment est-ce qu'il va générer de l'argent ? C'est simple, c'est qu'il vend des produits en bonus sur son système de base. C'est-à-dire que lui, quand il est arrivé, Bill Gates, au début des ordinateurs, on avait besoin de système pour faire tourner ces ordinateurs. Et Bill Gates, il est arrivé, il a dit pas de souci, moi j'ai un système que j'ai créé, je te l'installe gratuitement. Il a installé le système gratuitement sur plein d'ordinateurs. Et en fait, en faisant ça, du coup, les gens utilisaient Microsoft de façon naturelle. Et ce qu'il a fait, c'est que sur ce système, il a proposé des produits en plus, qui sont des produits bonus. C'est la suite Excel, je crois, ou Word. Enfin bref, c'est la suite quand tu as Word, Excel, tous les logiciels de base que tu peux utiliser, où il proposait ça en payant en plus de son système. Et c'est comme ça qu'il a pu générer son argent. Donc c'est le modèle freemium, où tu proposes une version simplifiée de ton application ou de ton produit, et si la personne veut la version beaucoup plus complète, beaucoup plus poussée, là elle va payer. Donc voilà, et l'effet de levier, du coup c'est le produit en lui-même, qui est cette fois le logiciel Microsoft. Et on a vu pourquoi c'est un produit que les gens veulent, parce qu'à l'époque on en avait besoin pour faire tourner les ordinateurs, donc c'était essentiel. Acquisition, le fait que ce soit gratuit, donc forcément quand c'est gratuit ça se propage facilement, c'est pas la même chose que quand tu dois payer pour obtenir quelque chose, plus le bouche à oreille, où du coup les gens sont en mode moi j'ai ce gars là qui m'a installé ce truc sur mon ordinateur, ça fonctionne bien, peut-être il peut l'installer sur ton ordinateur aussi, etc. Évidemment il avait
je pense que je connais pas précisément l'histoire de Bill Gates, mais il s'est pas amusé à installer Windows sur chacun des ordinateurs. À un moment, c'était soit un truc automatisé où tu allais sur un site internet, ou alors j'en sais rien, des techniciens qui s'en occupaient. Mais bref, tu as ce truc où lui, une fois qu'il avait créé le produit, le logiciel, il avait juste à refiler le logiciel à tout un tas de personnes. Et c'est bon, le coût de duplication était hyper simple. Parce que comme je l'ai mis, c'est duplicable à l'infini, c'est du code. Ça, c'est la même logique sur le code. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc pour le numéro 8, voilà. Numéro 9, Dr. Dre, 780 millions. Encore une fois, j'ai triché, on n'est pas sur le milliardaire, mais on est pas loin quand même. Donc Dr. Dre, c'est un rappeur. Et lui, son système, c'est hyper intéressant. C'était, je crois, le premier artiste, le premier rappeur en tout cas, à créer son propre label pour labelliser, je crois qu'on dit ça. Je ne sais pas, pour produire, c'est plus exact, pour produire d'autres artistes. Et en fait, l'idée, c'est donc, il a son propre label Aftermath Entertainment. Et derrière, il va chercher à propulser des artistes et il va prendre un pourcentage sur leur carrière, un pourcentage sur ces artistes-là. Donc lui, son système, c'est littéralement, il utilise d'autres personnes qui vont travailler pour lui et il va récupérer un pourcentage de ce que ces autres personnes-là vont gagner. Donc, ce que je t'ai mis, pourcentage des artistes. Et du coup, l'effet de levier, c'est entre guillemets la main d'œuvre, parce que c'est pas du tout la même logique que quand t'embauches quelqu'un pour qu'il travaille avec toi, mais c'est une main d'œuvre où il va lancer des artistes et en échange les artistes vont lui permettre de gagner il va récupérer un pourcentage pour gagner de l'argent. Donc les artistes vont travailler pour lui indépendamment de son temps. De son temps. Et c'est notamment lui, par exemple, qui a propulsé Eminem ou Snoop Dogg ou un autre gars dont j'ai plus le nom, Dr. Julius, je crois, un truc comme ça. Donc tu vois que il s'en est plutôt bien sorti. Donc voilà. Et le dernier, MrBeast. Encore une fois, c'est pas un milliardaire, mais on n'est pas non plus très loin et ça m'étonnerait pas qu'il devienne milliardaire dans les années à suivre. MrBeast qui a un système hyper intéressant. Donc MrBeast, si tu connais pas, c'est un YouTuber américain qui est, je crois maintenant, le numéro 1 sur YouTube après le truc indien, j'ai plus le nom, mais on va dire en termes de pure vidéo divertissement, c'est le numéro 1 avec 178 millions d'abonnés, un truc comme ça. Et ce qui est impressionnant avec MrBeast, du coup, c'est son système, c'est les vidéos qu'il fait, où en fait, il va faire des vidéos qui sont toujours de plus en plus folles dans le concept et qui vont rapporter de plus en plus de vues. Donc là, je t'ai mis deux exemples de vidéos qu'il a fait. Vidéo sur Squid Game dans la vraie vie, où il a littéralement reproduit Squid Game, mais dans la vraie vie. Il n'a pas tué des gens, évidemment, mais il a reproduit tous les décors, etc. La vidéo qui a fait 500 millions de vues, ce qui est colossal pour une vidéo divertissement où la personne elle parle, mais tu regardes à chacune de ces vidéos, c'est minimum 100 millions de vues. C'est aberrant. Tu pourras taper MrBeast si tu veux sur YouTube pour voir. Mais en fait, il a ce truc, du coup c'est son système, où lui, il va récupérer de l'argent avec déjà la monétisation des vidéos YouTube, le fait que YouTube le paye, mais en plus il va proposer des produits dérivés qu'il va proposer à son audience qui va lui permettre c'est là où il va générer beaucoup plus d'argent en vendant des t-shirts, des aliments, ce genre de choses qui va lui permettre de générer le plus gros de son revenu parce qu'il exploite l'effet de levier de son audience qu'il a une audience énorme pour derrière utiliser l'effet de levier produit pour gagner de l'argent. Donc effet de levier, je t'ai mis, c'est le plus gros en fait, c'est le centre, le truc qui était le plus intéressant de son système, c'est les vidéos qui sont son produit gratuit entre guillemets. Et c'est ces vidéos qui vont permettre d'avoir une acquisition massive, qui vont permettre de pouvoir faire tourner tout le reste du système déjà gagner de l'argent avec YouTube et en plus vendre des choses en produits dérivés et en plus tout l'aspect sponsor, etc. puisque ça devient une star, etc. Et donc comment est-ce que ce système fonctionne ? En fait, le produit vidéo, c'est un produit que les gens veulent parce que c'est des vidéos qui sont folles et qui sont hyper captivantes, donc les gens ont envie de les regarder. Ensuite, l'acquisition, comme il fait des vidéos folles, ça lui rapporte beaucoup de clics. Comme ça lui rapporte beaucoup de clics, ça lui rapporte beaucoup d'argent. Et l'argent qu'il va gagner avec ces vidéos, il va le réinvestir dans une nouvelle vidéo avec un concept encore plus fou. Et du coup, ce concept encore plus fou va générer encore plus de clics, ce qui va générer encore plus d'argent, ce qui va faire que ça va lui permettre d'investir dans des vidéos encore plus folles, etc., etc. Exemple, comment est-ce qu'il avait commencé ? Je crois que la première vidéo qui avait pété, c'est qu'il avait compté jusqu'à 100 000 devant sa caméra, en mode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un truc comme ça. Et la vidéo avait fait, je sais pas, 1 million de vues. Et à l'époque, ça lui avait rapporté 10 000 euros. Je crois que c'est chiffre, un truc comme ça. Et du coup, ce qu'il avait fait, c'est que ces 10 000 euros, il les avait réinvestis en faisant une nouvelle vidéo qui s'intitule «
je donne 10 000 euros à un SDF. Et la même logique, il arrive, il fait cette vidéo, il donne du coup littéralement les 10 000 euros à un SDF, il filme sa réaction, etc. La vidéo répète, ça lui rapporte de l'argent, qui réinvestit, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, il continue de faire ce système et de plus en plus gros, de plus en plus gros. Aujourd'hui, c'est pas, il donne pas 10 000 euros à un SDF, c'est genre, il donne une île à 800 000 euros à un abonné. Un truc comme ça. Où il offre un jet privé à un abonné. Des trucs de ce délire. Et plus il grossit, plus il gagne d'argent, plus il réinvestit de l'argent, plus ça grossit, etc., etc. Donc, voilà pour... Oui, du coup, c'est duplicable à l'infini parce que c'est une vidéo. Voilà pour les systèmes de milliardaires. L'important, c'est surtout de réfléchir en me disant, ok, comment est-ce que je peux construire un système où mon temps ne rentre pas dans l'équation par rapport à l'argent que je gagne, donc mon temps est décorrélé de l'argent que je gagne, et ensuite exploiter tous ces effets de levier qu'on a vus pour faire en sorte d'augmenter au maximum les outputs et d'avoir de plus en plus d'outputs. Et du coup, la question, comment est-ce que tu fais pour bâtir des systèmes similaires? La réponse, c'est que c'est à toi de le découvrir. Il n'y a pas de façon universelle de... genre la méthode en 3 étapes pour construire un système qui te rendra milliardaire, ça n'existe pas. En fait, c'est tout le jeu de l'entrepreneuriat, c'est de dire ok, admettons, tu découvres l'affiliation, tu te dis c'est un système qui pourrait me correspondre. Et pendant 6 mois, tu vas faire de l'affiliation. Et au bout de 6 mois, tu te rends compte qu'en fait, ce qui te plaît dans l'affiliation, c'est pas le système global, mais c'est cette partie des tunnels de vente où tu dois vendre des choses à des gens, ça te plaît bien. Ok, tu vas repartir sur un système plus en mode c'est les tunnels de vente qui me correspondent, et pendant 1 an, tu vas construire des tunnels de vente, tu vas utiliser des tunnels de vente, et au bout d'1 an, peut-être tu vas te dire, en fait, ce qui me plaît dans les tunnels de vente, c'est plus la publicité de tout le tunnel de vente, c'est ça que j'aime bien, réussir à récupérer l'attention des gens que je connais pas, etc. Tu vas peut-être partir sur un nouveau système où, ok, je vais vendre des services de publicité à d'autres personnes, etc., etc. Et bref, t'essayes au fur et à mesure de construire ton système, de découvrir, de tester, d'échouer beaucoup et beaucoup, parce que tu vas échouer, et au fur et à mesure que tu échoues, que tu comprends, que tu apprends tes leçons, tu construis ton système qui te correspond de plus en plus, qui te rapporte de plus en plus, et à la fin, tu te retrouves avec un système. Évidemment, c'est pas un truc en mode, hop, j'ai un système, j'ai plus rien à faire, je vais me la couler douce. En réalité, tu dois toujours travailler sur ton système, tu dois toujours l'améliorer, tu dois toujours l'optimiser, etc. et faire en sorte qu'il fonctionne bien. Mais tu comprends la logique, le système te permet de décorréler au maximum tes revenus pour, par exemple, travailler 1 heure par jour et pouvoir gagner des centaines de milliers d'euros, voire plus, en fonction de comment est-ce que tu t'en sors. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de réponse universelle, c'est à toi de le découvrir. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, comme je suis super sympa et que je voulais pas te laisser sur cette vidéo en disant « débrouille-toi », j'ai quand même récupéré 3 modèles mentaux de milliardaires. Le premier modèle mental, il vient d'Elon Musk. Le deuxième modèle mental, il vient de Charlie Munger, qui est l'associé de Warren Buffett. Et le troisième modèle mental, il vient de Steve Jobs. Et en fait, pourquoi je te donne ces 3 modèles mentaux? Parce que fondamentalement, quand tu veux construire ton système, tu vas devoir faire des choix qui vont t'amener à construire tel ou tel système. Et il y a des choix qui sont meilleurs que d'autres choix pour t'aider à construire le meilleur système. Et moi, je voulais du coup te fournir ces 3 modèles mentaux qui t'aideront à faire de meilleurs choix pour peut-être être plus efficace, plus rapide dans la construction de tes systèmes et t'éviter des erreurs qui peuvent être facilement évitées. C'est pour ça que cette 4e partie va être 3 modèles mentaux de milliardaires qui te permettront de faire de meilleurs choix pour construire ton système. Le premier modèle mental, comme je te l'ai dit, c'est ce que j'ai appelé la sauce secrète d'Elon Musk. Enfin, c'est pas vraiment moi qui l'ai appelé comme ça, mais tu vas voir, on va en parler. Donc juste pour resituer quand même le bonhomme, Elon Musk, c'est la personne la plus riche au monde, littéralement, avec 228 milliards d'euros. Et s'il a pu générer autant d'argent, c'est pas juste parce qu'il avait une vision, c'est pas juste parce qu'il avait de l'argent, c'est pas juste parce qu'il était intelligent, c'est pas juste parce qu'il avait de l'ambition. Parce que tous les autres milliardaires qu'on l'a vu sur le classement, ils ont la même logique ils ont ces trucs-là aussi. Et pourtant, ils ne génèrent pas du tout autant d'argent que ce mec-là. Non, ce mec, il a un truc en plus, un truc qu'il fait extrêmement bien et qui est extrêmement dur à faire. Et ce truc-là, je vais citer un article dont je me suis aidé pour rédiger ce modèle mental. Il a un trait qu'il partage avec bon nombre des icônes les plus influentes de l'histoire et qui le distingue de presque tout le monde. Et c'est ce trait-là dont on va parler, c'est la secret sauce qui a été étudiée par Tim. Qui c'est Tim Urban? Tim, c'est un mec qui possède le site Wait But Why, qui est un site, un blog où en fait il écrit des articles de 30 000 mots, ce qui est beaucoup, 30 000 mots, sur des sujets de psychologie qui sont divers et variés. Et notamment, en fait, Elon Musk était tombé sur son site
il l'avait appelé en disant bah écoute, moi j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien que tu viennes à Tesla, etc. ou enfin que tu viennes me rencontrer et que tu écrives un article sur moi, sur ce que je fais, etc. Et du coup, Tim a passé des heures et des heures à discuter avec Elon Musk pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il pensait. Et il a synthétisé sa façon de penser dans un article de 30 000 mots qui s'appelle The Cook and the Chief, Elon Musk Secret Sauce. Encore une fois, je te le mettrai dans les liens. Tu l'auras en description et à la fin, tu auras des ressources pour aller plus loin. Mais dans cet article, du coup, il synthétise la façon de penser d'Elon Musk et il explique comment Elon Musk pense. Je ne vais pas te dire tout l'article parce que l'article fait, je crois, 21 000 mots, ce qui est colossal. Mais je vais te résumer, du coup, l'essentiel de ce qu'il dit dans cet article, dans ce premier modèle mental. Je l'ai simplifié et je l'ai aussi adapté à ma sauce pour que ça corresponde plus à moi, mes modèles mentaux, à moi, ma façon de penser, etc. Mais ça sera la même logique que ce qu'il y aura dans l'article. Donc voilà cette secret sauce, simplifiée. Encore une fois, ce n'est pas le même schéma que celui dans l'article. C'est moi qui ai créé ce schéma pour vraiment le simplifier. Et c'est ce logiciel qu'utilise Elon Musk pour faire ses choix, ce logiciel mental, puisque c'est pas un logiciel physique qu'il utilise, mais c'est en fait son cerveau, on pourrait le comparer à un logiciel, et on pourrait dire que c'est ce logiciel qu'il l'a implémenté dans son cerveau, qui lui permettent de faire ses choix. Comment est-ce qu'il fonctionne ce logiciel ? Il y a deux parties, la partie gauche et la partie droite, et l'ensemble des deux permettent d'obtenir les choix. On va voir chacune des parties séparément. Le premier, c'est les valeurs. Donc l'idée, c'est que si tu veux faire les meilleurs choix possibles, tu dois faire tes choix en te basant sur tes valeurs et non pas sur les valeurs des autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chacun a des valeurs différentes. Les valeurs, littéralement, si je dois définir le terme valeur, c'est quelque chose qui a de l'importance pour toi. C'est ça ta valeur. C'est quand tu accordes de l'importance à quelque chose dans ta vie, tu valorises cette chose-là. Donc cette chose a de la valeur à tes yeux et donc ça correspond à tes valeurs. Et du coup, les choix, si on veut faire les meilleurs choix possibles, on doit faire des choix qui maximisent ce qu'on valorise dans notre vie. C'est pour ça que le fait de définir nos valeurs, ce qu'on veut maximiser dans notre vie, ça nous permet de faire des meilleurs choix parce qu'on fait nos choix selon ce que nous, on veut et non pas ce que les autres veulent. C'est pour ça que faut absolument pas faire tes choix selon les autres en te basant sur ce que les autres disent, ce que les autres pensent, etc. Parce que les autres n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Et si tu fais des choix en te basant sur des arguments de personnes qui ont des valeurs complètement opposées ou juste complètement différentes des tiennes, ça va t'apporter des résultats qui correspondront à leurs valeurs à eux. Et comme c'est pas tes valeurs à toi, ça va pas te correspondre. Et donc ça sera pas ouf pour toi. C'est pour ça que tu dois au maximum essayer dans ton logiciel quand tu prends des choix de te baser sur tes valeurs à toi et non pas sur les valeurs des autres. Donc de faire tes choix selon toi et non pas selon les autres parce que les autres n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Donc c'est pas intéressant. Ou en tout cas si tu utilises les autres pour faire des choix, t'assurer que ces personnes-là aient des valeurs qui sont les mêmes que les tiennes. Donc voilà pourquoi est-ce que la première partie du logiciel c'est faire tes choix selon tes valeurs et pour ça il faut que tu définisses tes valeurs et pour définir tes valeurs c'est simple, tu cliques sur cet article de Mark Manson qui est un article super pour définir tes valeurs. L'article est en anglais mais tu peux très bien le traduire avec Google Traduction donc c'est pas un problème et voilà, si jamais tu n'as pas encore fait cet exercice de définir tes valeurs, tu peux utiliser cet article-là ou toute autre ressource que tu préfères pour définir tes valeurs. Mais bref, l'idée, c'est cette première partie que tu peux voir dans le schéma, c'est que tu fasses régulièrement une introspection pour définir et redéfinir tes valeurs, parce que tes valeurs changent au fur et à mesure de ta vie. Et en fonction, tu viens du coup ajuster tes valeurs. Et la case tes valeurs, c'est la première case sur laquelle tu vas te baser pour faire tes choix. Parce que oui, il y a une deuxième case dans cette équation. Parce que si c'était juste définir tes valeurs, il y a plein de gens qui font déjà ça. Enfin, plein. C'est pas genre non plus la majorité des gens, mais il y a beaucoup de gens qui font déjà ce travail de définir les valeurs. Et ça ne suffit pas de juste se baser sur nos valeurs pour définir nos choix. C'est déjà très 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 bien si tu arrives à faire ça. Mais comme j'ai dit, il y a plein de gens qui font ça. Et Elon Musk, en fait, il a une deuxième partie dans son logiciel. Et c'est vraiment la partie la plus difficile à mettre en place. Mais c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui lui permet, du coup, d'avoir ces choix qui sont beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus optimaux que la plupart des gens. Et c'est cette deuxième partie qui représente, en fait, la majorité de la secret sauce. C'est vraiment cette partie-là qui est la plus intéressante. Et c'est celle qu'on va voir maintenant. La partie 2, c'est la case réalité. Et qu'est-ce que ça veut dire la réalité concrètement ? C'est ce truc-là. Mais en fait, il faut comprendre que notre réalité telle qu'on l'aperçoit, notre version de la réalité,
elle est complètement fucked up pour plein de raisons. Là, j'en ai mis que deux, mais par exemple, c'est les médias et nos émotions. Donc, les médias qui vont venir nous foutre des informations dans tous les sens qui sont soit exagérées, soit romancées, etc. Il y a aussi l'aspect émotion avec, par exemple, j'en sais rien, sur l'aspect par exemple de la romance, tu regardes dès que tu vas regarder un film, ça va être le truc cliché de oh là là, le héros qui va vouloir conquérir l'héroïne, mais au début il va être gentil, l'héroïne va pas s'en rendre compte, et à la fin elle va s'en rendre compte en fait lui c'est vraiment ça qu'il veut, c'est vraiment cette personne là avec qui il veut sortir. Et du coup, en fait, le héros, à la fin, il arrive à sortir avec l'héroïne. Et du coup, nous, on voit ça, on va voir ça dans plein de films. À chaque fois, on va vivre des émotions, on va le dire en mode, waouh, mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on va se comporter de la même façon dans la réalité, parce qu'on va dire, ok, c'est pareil que dans ce film-là que j'ai vu. Bref, il y a tous ces éléments qui vont faire que notre perception de la réalité va complètement être fucked up. Je t'ai mis deux exemples. Par exemple, le premier, c'est Instagram, qui est vraiment le cliché. En fait, le truc avec les réseaux comme Instagram, ou juste de façon générale, c'est que l'extraordinaire va avoir beaucoup plus tendance à faire parler de lui que l'ordinaire. C'est-à-dire que si tu as un bon père qui s'occupe bien de tes enfants et que tu mets ça sur les réseaux, tout le monde s'en fout, c'est complètement ordinaire. Mais si par exemple t'es un mec, comme j'ai pris ce gars-là, un exemple complètement random, qui est capable de faire un arbre droit sur une main en faisant un grand écart, en se penchant sur le côté sur un pilier, là c'est pas ordinaire. Là c'est un truc qui est très 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 rare, et donc comme notre cerveau aime la nouveauté, et il va se dire waouh c'est ouf, et il va avoir envie de le partager. Et du coup c'est l'extraordinaire qui va être mis en avant sur les réseaux sociaux, et du coup on va avoir l'impression que c'est la norme, parce que quand on va sur Instagram on ne voit que de l'extraordinaire, donc on se dit en fait c'est l'ordinaire puisqu'il n'y a que ça sur le réseau. Mais en fait non, c'est pas l'ordinaire, c'est l'extraordinaire qui est mis en avant. Bref, notre cerveau c'est en mode qu'est-ce que c'est que ce truc qui est normal alors que c'est pas normal. Complètement fucked up. Notre réalité complètement on se dit en fait c'est tout le monde devrait savoir faire ça alors que non, non, ce n'est pas le cas. C'est le premier exemple. Le deuxième exemple qui parlera peut-être beaucoup plus si tu es un créateur de contenu ou que tu as déjà créé des vidéos, c'est imaginons, tu sors une vidéo, scénario, ok. Tu sors ta vidéo, les 10 premiers commentaires que tu te prends, c'est que des commentaires négatifs, des commentaires de haine. Tu te dis, ma vidéo est pourrie. J'ai mis par exemple Ricky qui écrit, tu dis que de la merde. Si tu reçois que des commentaires négatifs, ta réalité, ça va être de dire, ok, ma vidéo est pourrie. Sauf qu'en fait, non. Parce qu'en fait, ce qui fait réagir, c'est le négatif. Quand quelqu'un il va regarder ta vidéo et qu'elle va pas lui plaire, il va avoir envie de le dire, il va avoir envie d'exprimer son avis, et donc il va le mettre en commentaire. Alors que si quelqu'un regarde ta vidéo et que ta vidéo, elle lui plaît, c'est très rare que la personne aille exprimer le fait que la vidéo te plaît en commentaire. Souvent, soit la personne mettra un like, ou soit dans 90% des cas, et tu le fais tout autant que moi, juste tu vas regarder la vidéo, tu vas passer un bon moment, tu vas passer à la vidéo suivante. Et tu auras passé un moment, la vidéo t'aura plu, tu auras bien aimé, mais tu ne seras pas exprimé d'une quelconque façon sur cette vidéo. Et sauf que toi, en tant que créateur, quand tu regardes ce qui se passe, la seule chose que tu vois, c'est le négatif. Du coup, tu as l'impression que, ok, c'est 100% de ce qui se passe sur la vidéo, donc ma vidéo est pourrie. Parce qu'en fait, non, la réalité, c'est que tu as 90% du positif qui est caché et qui n'est pas exprimé, juste parce que le négatif, c'est beaucoup plus facile de l'exprimer que le positif. Bref, deux exemples de comment est-ce qu'on pourrait interpréter la réalité, alors que tu vois bien que dans la, entre guillemets, vraie réalité, c'est pas du tout ça qui se passe. Donc voilà deux exemples. Tout ça pour dire que notre réalité telle qu'on la perçoit, c'est pas du tout la même que la réalité subjective. On pourrait imaginer en fait qu'il existe une réalité. Par exemple, imaginons la réalité, c'est une pomme rouge. Nous en fait, on va chacun avoir des filtres, enfin un filtre différent, qui va faire qu'on va tous voir cette même pomme rouge, mais en fonction de nos filtres, on ne percevra pas la même pomme rouge, alors que l'entité pomme rouge, c'est la même pour tout le monde. Mais comme nous, on va venir y appliquer chacun nos propres filtres, on percevra chacun cette réalité pomme rouge de façon différente. Et évidemment, nos filtres qu'on applique sur la réalité, dans 90% des cas, ils sont complètement pourris ou complètement erronés. Et pour bien comprendre, je vais te citer un extrait du livre L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, qui est mon auteur préféré. Donc je vais te le lire, c'est l'extrait du chapitre 6, le tout début du chapitre 6. Il y a 500 ans, les cartographes représentaient la Californie sous la forme d'une île. Les toubibs étaient persuadés qu'ouvrir le bras d'une personne avait le pouvoir d'extirper la maladie. Les scientifiques croyaient que le feu, c'était du phlogistique. Les femmes croyaient que se couvrir le visage d'urine de chien atténuait les rides. Les astronomes étaient convaincus que le soleil tournait autour de la Terre. Quand j'étais ado, je répétais à qui voulait l'entendre que j'en avais rien à faire de ce que les gens pensaient de moi, alors qu'en réalité, j'y pensais en permanence. Quand j'étais avec ma première copine, je pensais qu'on resterait ensemble pour toujours. Et quand elle m'a quitté, je me suis dit que je ne ressentirais plus jamais la même chose pour une autre fille.
Et quand j'ai ressenti la même chose pour une autre fille, j'ai trouvé que juste l'amour, c'était pas assez. Et puis je me suis aperçu que c'était à chaque individu de décider de ce qui est assez ou pas, et que l'amour peut être tout ce qu'on le laisse être. J'ai toujours eu faux, sur toute la ligne. Je me suis archi trompé sur moi-même, sur les autres, sur la société, sur la culture, sur le monde, sur l'univers, sur tout depuis le début. Et ça m'a amené à une réalisation. Je ne sais rien, personne ne sait rien. Et c'est cette dernière phrase qui va nous intéresser. You don't know shit, no one knows shit. Bon là je l'ai traduit en français. Cette idée de tu ne sais rien, personne ne sait rien. Dans tout ce qu'on croit aujourd'hui, 99% de ce qu'on croit être vrai, c'est en fait faux ou erroné. Et c'est pareil pour chacune des personnes à qui tu parles. 99% des choses qu'ils croient aujourd'hui, c'est soit faux, soit erroné. Et donc notre but à nous, c'est de comprendre en permanence la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'on te dit qu'elle est. Comme on l'a vu, la réalité c'est une pomme rouge et elle va être biaisée en fonction de notre filtre. Notre objectif c'est de travailler en permanence sur notre filtre pour essayer de faire en sorte qu'il soit le plus précis possible par rapport à cette pomme rouge pour la rendre la plus pomme rouge possible. Comment est-ce que tu fais ça concrètement? C'est quand tu es face à une information, tu te demandes pourquoi jusqu'à arriver à deux cas. Soit tu vas arriver à X c'est vrai parce que autorité l'a dit, soit tu vas arriver à X c'est vrai parce que observation. Autorité, à quoi ça correspond? Je t'ai mis, là ça vient de l'article, une image qui vient de l'article, c'est plein d'exemples de différents types d'autorité. Par exemple, c'est vrai parce que mon père le dit, parce que mon professeur le dit, parce que les médias le disent, parce que mon groupe ethnique le dit, parce que ma religion le dit, parce que mon ami avec des opinions le dit, parce que ma culture le dit, parce qu'un film que j'ai vu l'a dit, parce que la sagesse conventionnelle le dit, parce que mon narcissisme le dit, parce qu'une citation célèbre le dit, parce que mon épouse le dit, parce qu'une statistique que j'ai entendue le dit, parce que le statu quo le dit, parce que mon pays le dit, parce que ma génération le dit, parce que Tim m'a dessiné et dit que c'est vrai. Donc voilà, ça c'est tout un tas d'exemples d'autorité. Mais bref, de façon générale, c'est en fait X c'est vrai parce que ce truc-là qui est indépendant de moi l'a dit. C'est assez difficile en fait à définir l'autorité. Du coup, on va plutôt essayer de définir dans l'autre sens l'observation. Donc l'idée de l'observation, c'est quoi une observation? Mais fondamentalement, c'est quelque chose que tu as observé dans ta vie comme étant vrai. Et en fait, tout ce qui n'est pas si X est vrai parce que observation, que toi-même tu as pu tester, bah ça va être fortement erroné, même s'il y a des degrés d'erronage entre guillemets. Je vais te montrer ça avec un exemple, tu comprendras mieux. Mettons que tu es face à l'information YouTube Ads, la publicité YouTube c'est plus rentable que la publicité Facebook. Ça c'est l'information qui est face à toi. Face à cette information, tu vas te demander pourquoi est-ce que YouTube Ads est plus rentable que Facebook Ads. Le cas 1, c'est arrive à parce que tous les infopreneurs le disent. Mais là, tu vois, c'est un exemple évident d'une figure d'autorité. Si ton raisonnement se base sur cette information est vraie parce que tous les infopreneurs le disent, alors il y a un souci parce que tu vois bien que la vérité, enfin le socle de base est pourri puisque c'est une autorité et en plus de ça c'est une autorité, je ne sais même pas si elle est vraiment compétente, etc. Le cas 2 c'est, admettons, pourquoi YouTube Ads est plus rentable que Facebook Ads? Parce que en moyenne je sais que, admettons, je me suis rendu sur un site où ce site me dit qu'en moyenne, un utilisateur sur YouTube passe 20 minutes sur YouTube, alors qu'il passe en moyenne sur Facebook 10 minutes. Donc comme moi, mon but, c'est que la personne regarde le plus longtemps possible mon contenu, la personne qui va passer plus de temps sur YouTube que sur Facebook, ça va être plus intéressant pour moi. Ensuite, je sais que YouTube, c'est du texte plus de l'audio plus du visuel, versus Facebook, c'est que du texte. Donc c'est beaucoup plus simple d'impacter émotionnellement sur YouTube que sur Facebook. Ça, c'est deux premiers cas. C'est en fait, fondamentalement, c'est des autorités parce que le site, quand je me rends sur le site, pour le coup, c'est SimilarWeb, ce site-là. Mais le site qui me dit, ok, cette personne passe plus de temps que cette personne-là, peut-être que le site est faux, peut-être que c'est erroné, peut-être que le truc invente, mais on peut quand même se dire que c'est plus fiable qu'un infopreneur qui me dit X c'est vrai parce que c'est vrai. Donc oui, ces deux sources-là, c'est aussi en quelque sorte des figures d'autorité, enfin de l'autorité, mais tu peux comprendre de façon instinctive qu'elles sont beaucoup plus fiables que le premier sur l'infopreneur, où l'infopreneur c'est juste l'information sort comme ça de n'importe où. Alors que là, ça se base sur des choses qui sont qui ont plus de chances d'être vraies. Mais dans tous les cas, en fait, la meilleure chose que tu peux faire pour
t'assurer, même si on va le voir après, c'est jamais sûr à 100%, mais pour trouver la pomme rouge, c'est de tester et d'observer. Donc c'est ce que j'ai mis ici. C'est, admettons, tu veux vérifier que YouTube Ads est plus rentable que Facebook Ads. Tu vas faire un test en disant, ok, je vais rédiger la même pub sur YouTube et sur Facebook. Je vais mettre le même budget, je vais le lancer au même moment avec les mêmes paramétrages, etc. Et je vais regarder les résultats. Et si en faisant ça, tu te rends compte que tu mets par exemple 500 € sur YouTube, 500 € sur Facebook, et que YouTube, ça te rapporte un ROAS de 7,7, c'est-à-dire que pour chaque euro dépensé en publicité, ça t'en rapporte 7,7, alors que sur Facebook, ça te rapporte 2,3 en ROAS, mais là, concrètement, tu as pu tester et tu peux te rendre compte que oui, cette information est vraie, parce que j'ai pu observer en testant dans la réalité que YouTube était plus rentable que Facebook. Et donc ce test me permet de dire qu'à l'heure actuelle, par rapport à ce que j'ai pu tester, oui, YouTube est plus intéressant que Facebook. Donc tout ça pour dire, teste et observe quand tu es face à une information. D'abord, tu essaies de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est vraie. Et si soit tu arrives à des conclusions qui te semblent pas ouf, ou soit juste tu veux vérifier, dans tous les cas c'est toujours le mieux de vérifier, tu prends cette information et tu viens la tester. Et donc ça, c'est cette boucle-là en présente le deuxième schéma. Là, tu as ta réalité au quotidien que tu essaies d'améliorer en permanence, tu essaies de comprendre de plus en plus cette pomme rouge. Tu vas être face à des apprentissages, par exemple l'information YouTube Ads est plus rentable que Facebook Ads. Tu vas essayer de comprendre pourquoi est-ce que YouTube Ads est plus rentable que Facebook Ads. Ensuite, tu vas tester pour vérifier si ce que tu as essayé de comprendre était vrai. Et en fonction des résultats que tu vas observer, donc je mets 500 € sur Facebook, je mets 500 € sur YouTube, YouTube me rapporte 7 fois plus que Facebook. Tu peux ajuster ta réalité en disant cette information YouTube Ads est plus rentable que Facebook Ads, je peux la considérer comme vraie pour l'instant, je viens l'ajouter à ma réalité et ma réalité vient se modifier. Et cette boucle-là, elle se fait au quotidien dans toutes les actions et c'est pour ça que c'est hyper dur et que Elon Musk, c'est un des rares capables de faire ça de façon très efficace. C'est parce que c'est en permanence, si tu veux le faire, du questionnement de pourquoi. Et des fois, t'as pas envie de comprendre chacun des éléments de la vie. T'as juste envie d'être en mode, ok, ça marche, ça marche pas. C'est pour ça qu'en fait, fais-le, mais dans une moindre mesure, parce que aussi, il faut prendre le recul. Elon Musk, il est en mauvaise santé. Elon Musk, il n'est pas forcément heureux dans son couple, dans sa famille. Donc oui, Elon Musk génère beaucoup d'argent, mais il y a que cet aspergeant. Peut-être qu'il y a d'autres trucs qu'il néglige. Donc je pense que c'est pas intéressant d'aller chercher ça à l'extrême, mais c'est quand même intéressant de comprendre cette logique de ok, les meilleures réalités entre guillemets que tu peux avoir dans ta vie, c'est les réalités que tu auras testées toi-même en faisant des tests, en observation et en arrivant à tes propres conclusions. Voilà, tout simplement. Donc teste et observe. Et là je vais te donner un exemple de mon cas à moi, ce qui s'était passé. Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube à l'époque. Bon, au début, j'utilisais le format je faisais un peu le format classique à la Marketing Mania, typiquement de faire des vidéos entre 10 et 20 minutes, bien écrites, bien scriptées, etc. Et en fait, je me rendais compte que moi, ça ne marchait pas du tout, ou pas trop dans mon cas. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de tester une nouvelle chose. Je me rends bien compte, je fais une observation qui est de dire, il y a de plus en plus de gens qui vont sur les podcasts, je vois que les plateformes de podcasts sont de plus en plus écoutées, les gens aiment de plus en plus consommer des formats longs sur YouTube, je vois qu'il y a de plus en plus de vidéos qui font des vues sur YouTube qui sont des formats longs. Peut-être que ça va être intéressant de prendre ce format long, mais de l'adapter au marketing en sortant des vidéos longues sur des sujets précis que je vais venir pousser, mais de le faire ça en vidéo plutôt qu'en podcast. Donc j'ai essayé ça avec cette vidéo sur maîtriser le copywriting en 2 heures, qui dure 1h30, et encore c'est que la partie 1 sur 2, au total la vidéo elle dure 2h30. J'avais cette hypothèse que je voulais tester de est-ce que les vidéos marketing longues peuvent intéresser ? Pour la tester, j'ai mis sur YouTube cette vidéo. J'ai regardé les résultats. Est-ce qu'il y a un bon watch time? Est-ce que la vidéo a un bon taux de clic? Et est-ce que la vidéo fait des vues qui sont les 3 métriques qui sont intéressantes pour mesurer le résultat, le succès ou non de la vidéo? Et en fonction, je me suis bien rendu compte que la vidéo performait bien et qu'elle performait bien sur le long terme. Et du coup, mon hypothèse de faire des vidéos de marketing d'1h30 intéresse les gens, elle était vraie. Du coup, j'ai pu la valider. Et depuis, sur ma chaîne, c'est quasiment plus que ça que je sors. Des vidéos longues sur des sujets précis, parce que je me suis rendu compte que ça intéressait bien les gens. Donc, j'ai eu cette nouvelle information qui a été rajoutée à ma réalité comme étant vraie. En tout cas, dans mon cas, dans mon domaine, dans ce cas précis. Et c'est un exemple de comment j'ai pu tester quelque chose, observer les résultats et en fonction venir modifier ma réalité, ce qui a modifié mes choix futurs. D'où dans le schéma, souviens-toi, tu as 2 points, c'est l'aspect réalité et les valeurs. Et en fait, ton choix est fait selon
ta réalité et tes valeurs. Là, dans mon cas là, ma réalité a été modifiée. En fonction, mes choix de vidéos ont été modifiés. Et pour mon cas, ça a été bénéfique puisque ça m'a permis d'augmenter ma croissance, etc. Hop, je reviens ici. Tac. Donc, voilà, teste et observe et ajuste en fonction des résultats. Exemple, ça, machin. Et important à préciser, je t'avais dit qu'on y reviendrait, c'est quelque chose à comprendre. S'il n'y a pas de vrai ou faux, c'est pas la réalité est vraie ou la réalité est fausse, c'est pas cette information est vraie ou cette information est fausse, c'est plus des pourcentages, de dire ce truc-là, dans toute cette information que je connais, ben j'ai cet élément qui sont là, mais j'ai cet élément qui sont faux, ou alors je suis flou par rapport à ces éléments. Et l'idée, c'est pas de dire cette croyance est vraie, cette croyance est faux, mais plus cette croyance, ce que j'ai là comme information, c'est vrai à 60%, c'est vrai à 95%, c'est vrai à 98%, etc., etc. Et notre but, c'est par rapport à notre réalité de façon générale, d'augmenter le pourcentage de vrai de notre réalité pour se rapprocher des 100%, même si, comme on l'a vu, on ne tendra jamais vers les 100% parce qu'il y a trop d'éléments, c'est juste impossible en fait de définir la réalité est trop chaotique pour être comprise. Mais notre objectif, c'est de se rapprocher au maximum des 100% pour faire des choix de plus en plus précis, en tout cas par rapport à nous, par rapport à notre réalité et par rapport à nos valeurs. Et je vais reciter l'art subtil de s'en foutre. Hop là, je reprends juste ici. Quand on apprend quelque chose de nouveau, on ne passe pas de faux à vrai. Non, on va de faux à un peu moins faux. Et quand on apprend une nouvelle chose, on passe de un peu moins faux à encore un peu moins faux, etc., etc. On est en permanence dans le processus de se rapprocher de la vérité et de la perfection sans jamais l'atteindre. Et on ne devrait pas chercher la bonne réponse, mais plutôt chercher à réduire les façons dont nous nous trompons aujourd'hui afin de pouvoir nous tromper un peu moins demain. Donc pour résumer ce premier modèle mental au plus simple, fais pas tes choix selon les autres, mais selon tes valeurs et ta réalité que tu cherches en permanence à mieux comprendre. Voilà pour le premier modèle mental pour faire de meilleurs choix. Et attention, précision, ça ne veut pas dire que tu dois ignorer complètement autrui pour te baser uniquement sur tes choix et ta réalité. L'idée, c'est plus de trier avec minutie les gens que tu vas écouter pour déjà, dans un premier temps, écouter des gens qui ont des valeurs qui sont similaires aux tiennes, ou le mieux, c'est d'avoir des valeurs qui sont exactement les mêmes que les tiennes. Et dans un deuxième temps, te demander, ok, comment est-ce que cette personne en est arrivée à ces conclusions? Par exemple, je ne sais pas, si tu écoutes un gars en économie et que le gars te sort des informations, mais il te dit j'ai eu cette information parce que je l'ai entendue d'une autre personne, ou j'ai eu cette information parce qu'on me l'a dit, ou parce que X ou parce que Y, bah tu vois que son raisonnement à lui, il est basé sur des autorités, donc il sera pas vraiment pertinent. Versus un mec, par exemple, je sais pas, en ce moment je suis en train de me former à la pub YouTube avec un gars qui s'appelle Brian Moncada. Bah ce mec-là, il a la pub YouTube, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des centaines et des centaines et des centaines de pubs, et il va te donner des informations en t'expliquant pourquoi telle information est vraie ou pas. Mais ce mec-là va être beaucoup plus fiable parce que je sais que sa réalité, c'est les informations qu'il a aujourd'hui, elles sont pas basées sur ce que d'autres personnes ont pu dire, mais sur des choses qu'il a lui-même testées, qu'il a lui-même observées et qui, en fonction des résultats, il a modifié sa propre réalité. Donc, il sera beaucoup plus pertinent que une personne qui a jamais fait de pub YouTube, mais qui a lu d'autres personnes qui lui ont dit de faire de la pub YouTube. Ça, c'est un exemple. Même si le mieux, ça reste de tester et d'observer par toi-même, mais tu n'as pas le temps de tester et d'observer sur absolument tous les domaines de ta vie, tu n'as pas non plus envie de tester et d'observer sur absolument tous les domaines de ta vie, donc c'est bien parfois de prendre des raccourcis en récupérant le savoir d'autres personnes qui ont fait le travail à ta place, mais comprendre bien que ces personnes-là que tu vas écouter, essaie de faire en sorte que déjà elles aient les mêmes valeurs que toi, et qu'elles se basent au maximum sur un raisonnement d'observation, et non pas un raisonnement selon les autres figures d'autorité. Donc voilà pour le premier modèle mental, qui était très long. Les deux suivants seront beaucoup plus courts. Le deuxième modèle mental, c'est le modèle que j'ai appelé le tombeau de Charlie Munger. Et on va commencer avec une petite expérience de pensée. Tu as face à toi cet avion-là. Tu es un ingénieur et tu travailles pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu es un ingénieur mécanique. Tu as cet avion donc qui revient. Et cet avion, tu vois que il a tous les petits points rouges que tu vois ici, c'est des impacts de balles. En tant qu'ingénieur mécanique, je te demande de renforcer l'avion. Quelles sont les parties que tu vas chercher à renforcer? Je te laisse répondre derrière ton écran. Évidemment, tu vas me dire
les parties rouges, puisque c'est les parties qui ont été abîmées. Donc ça veut dire que c'est les parties qu'il faut renforcer, puisque c'est les parties qui n'ont pas réussi à résister à l'impact des balles. Oui, mais non, parce que là tu viens de tomber dans le piège classique qui est le but de cet exercice. C'est que si cet avion il est revenu, c'est parce que toutes les parties qui ont été touchées par des balles, elles n'étaient pas essentielles pour que l'avion revienne. Ce qui veut dire que tous les avions qui ne sont pas revenus, c'est des avions qui ont été touchés sur ces zones-là, et que ces zones-là étaient tellement importantes que le simple fait qu'elles aient été touchées ont fait que l'avion s'est crashé et qu'il n'est pas revenu. Donc en tant qu'ingénieur mécanique, si toi, tu dois renforcer cet avion, tu vas pas chercher à renforcer les parties qui sont abîmées parce que ça prouve que le fait qu'elles soient abîmées ne fera pas que l'avion fasse crasher. Toi, tu vas chercher à renforcer les parties qui sont intactes parce que c'est ces parties les plus importantes et c'est ces parties qui, si elles sont touchées, font que l'avion se crache et qu'il ne revient pas à bon port. Cet exemple, il va servir à illustrer notre deuxième modèle mental qui est le principe d'inversion. Et ce principe d'inversion, il est résumé par Charlie Munger, qui est l'associé de Warren Buffett. D'ailleurs, Warren Buffett considère Charlie Munger comme une des personnes les plus intelligentes avec qui il peut parler au quotidien. Donc pour te dire à quel point le mec est pas trop con, et il pèse 2,5 milliards aussi, accessoirement. Ce principe d'inversion, il le résume comme ça. Tout ce que je veux savoir, c'est où je vais mourir pour ne jamais m'y rendre. L'idée, c'est qu'en fait, de façon générale, quand on réfléchit, on cherche à réfléchir en mode « qu'est-ce que je peux faire pour réussir ?» Sauf que dans notre vie, c'est beaucoup plus intéressant de se demander qu'est-ce qui pourrait me faire échouer et ensuite de chercher à éviter ces façons d'échouer parce que l'échec nous apporte beaucoup plus de conséquences que le succès. C'est ce que je t'ai mis ici. Savoir comment réussir, c'est hyper dur et les conséquences sont pas nécessairement énormes. Alors que savoir comment échouer, c'est hyper simple et ça a beaucoup de conséquences si jamais t'échoues. Par exemple, si tu as une entreprise et que ton entreprise, elle te passe de 100 000 euros par an à 200 000 euros par an, c'est cool, ok, t'es content, tu gagnes du profit, c'est cool. Mais si par contre ton entreprise, elle se casse la gueule, elle passe de 100 000 euros à 0 euros, d'un côté, on est d'accord, t'es passé de 100 000 à 200 000, donc ça fait plus 100 000, et de l'autre, t'as fait moins 100 000, donc les pertes-gains est équivalent, sauf que passer de 100 000 à 0, ça aura beaucoup plus de conséquences dans ta vie que passer de 100 000 à 200 000. Donc, éviter d'échouer, c'est beaucoup plus intéressant que de chercher à réussir, et c'est tout ça, toute l'idée du principe d'inversion. Ne pas réfléchir en mode comment est-ce que je peux réussir, mais réfléchir en mode comment est-ce que je peux échouer et ensuite comment est-ce que je peux éviter cet échec. Et pour ça, c'est ce que je t'ai mis, cherche pas à réussir, cherche à éviter d'échouer. Et je t'ai mis un exemple pour bien comprendre comment appliquer le principe d'inversion. Imaginons que tu te demandes comment est-ce que je peux faire pour gagner la confiance d'une audience. C'est la question que tu te poses. Si tu réfléchis en mode normal, c'est hyper dur de savoir comment est-ce que tu peux gagner la confiance d'une audience. Enfin, moi, tu me dis ça comme ça, là, d'instinct, je saurais pas te dire, tu vois. Par contre, si tu inverses le processus et que tu utilises le principe d'inversion, tu te demandes, ok, comment est-ce que je peux faire pour perdre la confiance d'une audience ? Là, tout de suite, tu as plein de réponses qui te viennent. Déjà, dans un premier temps, je sais pas, leur mentir, les insulter, toujours changer d'opinion en permanence, ne jamais être fiable. Tu vois, tu as tout un tas de choses qui vont venir, ne jamais sortir de contenu. Tu as toutes ces choses-là qui vont venir de façon assez naturelle et tu te dis ok, maintenant que j'ai tous ces trucs-là, comment est-ce que je peux faire pour éviter ces trucs-là ? Par exemple, ne jamais sortir de contenu, l'objectif ça va être ok, de sortir au moins minimum un contenu par mois pour avoir une régularité avec l'audience. L'idée de mentir, l'objectif ça va être de toujours dire la vérité. L'idée de changer d'opinion et de valeur en permanence, comment est-ce que je peux faire pour éviter ça ? Définir mes valeurs, mes grandes idées que je défends et toujours être en accord avec ces grandes idées que je défends. Ça, c'est un exemple de comment tu peux appliquer le principe d'inversion. Mais évidemment, ça s'applique à tous les domaines dans ta vie. L'idée, de façon générale, c'est juste, tu as compris, définir comment est-ce que tu pourrais échouer et ensuite chercher à éviter cet échec. Et là, je t'ai mis une citation qui vient de moi-même, parce que oui, je fais mes propres citations. Il n'existe pas de chemin pour gagner à tous les coups, mais il existe des chemins pour perdre à tous les coups. Le succès, c'est éviter les chemins qui nous font perdre suffisamment longtemps pour que la chance nous fasse arriver là où on veut aller. Moi-même. Donc tu vois, c'est un peu cette idée qu'on a résumée depuis le début, mais sous forme de métaphore. C'est que
Tu ne sauras quasiment jamais, ou c'est en tout cas hyper dur à savoir les chemins qui te feront gagner à tous les coups. Donc imagine tu as un chemin qui t'amène là où tu veux aller. Par contre, c'est hyper simple d'identifier les chemins qui te font perdre. Et donc ton but au fur et à mesure que tu avances, c'est pas de chercher les chemins qui te font gagner, c'est de chercher les chemins qui te font perdre et de les éviter en permanence, suffisamment longtemps pour rester sur le chemin qui te fera gagner et qui t'amènera là où tu veux aller. Et donc c'est comme ça que je résumerai le modèle 2. Passe moins de temps à essayer d'être intelligent et plus de temps à essayer d'éviter d'être stupide. Et pour ça, demande-toi, quelles sont les choses qui me feraient échouer? Comment éviter ces choses-là? Voilà pour le deuxième modèle mental. Et le troisième modèle mental qui nous vient de Steve Jobs, qui est l'unique mantra de Steve Jobs qui lui a permis de rendre Apple la boîte la plus valorisée au monde, de transformer plutôt Apple en la boîte la plus valorisée au monde. Et ce mantra, il est simple. Pour le comprendre, il faut qu'on reparte de la base. Comme on l'a vu, notre attention et notre temps, c'est des ressources qui sont limitées. Mais il y a un truc qui existe dans notre monde, c'est que certains inputs vont nous apporter des outputs qui sont énormes, donc certains efforts vont nous apporter des résultats qui sont énormes, et d'un autre côté, certains efforts qu'on va faire vont nous apporter des résultats qui sont très minimes. Admettons, je travaille sur mon entreprise, le fait de sortir du contenu, ça va être une action qui va m'apporter des résultats qui sont énormes. Mais par exemple, le fait de changer mon site internet toutes les 4 matins, ça va me demander autant d'efforts que de créer du contenu en termes de temps. Mais par contre, les résultats seront vraiment minimes. Et ça, c'est la fameuse loi très connue, la loi de Pareto. 20% des efforts amènent 80% des résultats. Et surtout, 80% des efforts amènent 20% des résultats. Et donc, c'est quoi la stratégie de Steve Jobs et qui représente ce troisième modèle mental? C'est très simple. C'est se concentrer sur les 20% qui amènent 80% du résultat. Et surtout, et là, c'est là où on retrouve un peu notre principe d'inversion, éviter les 80% d'efforts qui nous ramènent 20% du résultat. C'est vraiment l'objectif parce que souvent en fait on va pas se rendre compte, mais on va être dans cette zone de 80% qui nous amène 20% du résultat et en se demandant ok, est-ce que ce que je fais fait partie des 20% qui amènent 80% des résultats ou non? Souvent on se rendra compte que non, et notre but ça va être simplement de se focus en permanence sur l'essentiel et d'éliminer tout ce qui est inutile, tout ce qui est superflu. Et c'est exactement la stratégie qu'Apple a mis en place sur tout un tas de domaines. Mais pareil, la stratégie de façon générale, si on la résume, c'est éliminer, retirer tout ce qui n'est pas essentiel. Exemple très concret, je crois que c'est l'iPhone 6 et l'iPhone 7, si je dis pas de bêtises sur les chiffres. Sur l'iPhone 6, il y avait des prises jack et ils ont retiré les prises jack sur l'iPhone 7. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils ont développé entre-temps les AirPods et les AirPods font que tu n'as plus besoin d'avoir de prise jack sur ton téléphone. Donc c'est une fonctionnalité qui est devenue inutile et tout ce qui n'est pas essentiel ne reste pas chez Apple. Donc ils ont éliminé ce truc-là pour simplifier le téléphone, pour ne lui laisser que l'essentiel. Autre exemple plus récent, je crois que c'est l'iPhone 8 et l'iPhone 10, tu peux voir là, très simplement qu'est-ce qui a disparu. On a cette partie en haut qui a disparu et cette partie en bas qui a disparu. Pourquoi? Parce que je pense que, je ne connais pas plus que ça sur la technologie, mais je suppose qu'ils ont réussi à développer une technologie où ils pouvaient se passer de ce bouton-là en faisant comprendre que la zone du bas était différente ou j'en sais rien. Bref, ils ont simplifié le téléphone en retirant une fonctionnalité qui n'était pas essentielle, à savoir ce bouton-là, puisqu'il pouvait être remplacé par juste utiliser ton doigt. Un autre exemple de simplification. Et Apple n'est pas le seul à utiliser ce concept d'essentiel. Là, je te l'ai montré que dans l'aspect design, mais en fait, ils utilisent ça sur tout leur choix de façon générale. Leur choix, c'est vraiment se demander comment est-ce que je peux faire pour ne garder que l'essentiel. Donc là, je t'ai mis 3 exemples de marketing essentialiste, entre guillemets. Le premier, c'est Trump avec Build a Wall. C'est pas compliqué, c'est 3 mots. Trump, sa campagne présidentielle, c'est 3 mots, Build a Wall. Tu comprends tout de suite, c'est hyper clivant, hyper polyvalent, tu comprends comment est-ce qu'il se place et tu vois que c'est ultra simple, il va à l'essentiel. Autre exemple, Nike avec Just Do It. Pareil, 3 mots. Et pour revenir sur Apple, leur marketing, c'est très simple, Think Different. Quand Steve Jobs il est revenu en 1990, truc comme ça, j'ai pas les dates précises, mais dans les années 90, parce que Steve Jobs s'est fait virer d'Apple et il est revenu d'Apple, le truc qu'il a fait, c'est très simple, c'est qu'il a tout simplifié. Tu pourras voir dans l'histoire. Avant, leur message marketing, c'était des trucs dans tous les sens. À l'époque, ils avaient essayé de vendre l'ordinateur qui s'appelait Lisa et ils avaient 9 pages de pub pour vendre l'ordinateur. Quand Steve Jobs il est revenu, il a tout simplifié et le message, il est passé de 9 pages de pub à 2 mots, Think Different. Il a fait une campagne publicitaire où il montre des artistes
qui pense différemment, et à la fin il affiche le message. C'est ultra simplifié, tu vois. Pareil pour les produits, quand il est revenu à la tête d'Apple, à l'époque il devait y avoir des dizaines et des dizaines de produits, il a tout supprimé pour ne garder que 4 produits. Même logique, il sacrifie tout ce qui ne fait pas partie des 20% pour ne garder que les 20%, parce qu'il sait que 20% ramène 80%, et si tu conserves tout ce qui est en dehors des... tout ce qui est en dehors des 20%, ça va prendre de la place sur les résultats potentiels que tu pourrais obtenir en te concentrant uniquement sur ces 20%. Donc c'est pour ça que l'objectif, ce n'est que de garder que l'essentiel. Et pour continuer dans d'autres exemples de personnes qui savent générer de l'argent et qui suivent ce modèle, Alex Hormozy, qui est un marketeur que j'apprécie énormément, c'est un des rares marketeurs américains avec qui je suis aligné en termes de valeur. Ce mec, il a fait une conférence de 1 heure qui s'intitule « Comment devenir tellement riche que tu questionneras le sens même de faire de l'argent ». Sa conférence de 1 heure, elle peut être résumée en une phrase. Focus sur l'essentiel. Concentre-toi sur ce qui compte le plus. Ce qu'on a vu juste avant, ce qui est le 3e modèle mental. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si le focus sur l'essentiel, c'est mon manifesto et c'est ma philosophie que j'applique depuis le début, parce que je me rends bien compte que 20% amène 80% des résultats, donc autant se concentrer sur ces 20% pour avoir les résultats qui nous intéressent le plus. Et maintenant, la question qu'on peut se demander, c'est quoi l'essentiel? C'est quoi ces 20%? On revient au modèle 2 qui est le principe d'inversion, où les 20%, c'est ce qui, si tu ne l'avais pas, ferait échouer ton système à 100%. Exemple, tu travailles sur ton entreprise, tu es en train de passer du temps à réfléchir, à trouver un nom qui est cool. Demande-toi, ok, si jamais le nom de mon entreprise était pourri, est-ce que ça empêcherait mon entreprise de réussir? La réponse est non. Il y a des entreprises qui ont réussi avec des noms pourris. Genre, je sais pas, Blablacar, à l'époque, ça s'appelait Covoiturage, je crois, un truc comme ça. Pour le marché international, c'était pas top. Mais pourtant, ça ne t'aura pas empêché de réussir. Donc non, le nom n'est pas fondamental pour que tu réussisses. Donc ça fait pas partie des 20%. Donc tu vas vite, tu choisis le premier nom qui te passe en tête, un truc qui tu t'en fous, et tu prends ce nom. Inversement, est-ce que créer du contenu, si jamais je m'arrêtais de créer du contenu, ça ferait que mon business échouerait? La réponse est oui, dans mon cas, moi, par rapport à mon business model. Donc ça fait partie des essentiels, ça fait partie des 20%. Et sur ça, je vais y mettre du temps et de l'énergie parce que ça fait partie des choses qui vont pouvoir m'apporter le plus de résultats. Donc, si je résume le modèle 3, concentre-toi sur l'essentiel et élimine le superflu. Voilà pour ces 3 modèles mentaux. Donc pour aller plus loin, tu vas aller dans les ressources que j'ai moi-même utilisées pour cette vidéo. La première sur la science de la richesse, c'est Almanac of Naval Ravikant. Tu auras ce Google Slide en description, tu pourras y accéder, donc tu pourras voir toutes les slides et tu pourras cliquer sur les liens. Et je pense que je te mettrai aussi directement les liens en dessous du Google Slide dans la description aussi. Donc le premier sur la science de la richesse, Almanac of Naval Ravikant, qui est un livre que tu peux trouver gratuitement sur internet en anglais et que tu peux traduire. Sur comment créer un produit et le diffuser, là c'est le livre 100 millions de dollars offer et 100 millions de dollars leads que tu peux trouver gratuitement en livre audio ici et ici. C'est sur un podcast que tu verras. Et sinon tu peux aussi les acheter sur Amazon. Sur comment définir tes valeurs, on en a déjà parlé, l'article de Mark Manson qui est top. Sur la façon de penser d'Elon Musk, qui est du coup l'article complet, c'est ici The Cook and the Chef. Et sur les modèles mentaux de façon générale, un site qui est génial, qui s'appelle Farnham Street, où il a résumé plein de modèles mentaux, les modèles mentaux principaux. Il l'a expliqué de façon simple. Là, moi, je t'en ai donné que 3, qui selon moi sont les plus intéressants, mais il en existe plein d'autres que tu peux utiliser, et tu pourras les retrouver, notamment sur ce site. Maintenant, on va faire un résumé global de tout ce qu'on a vu, parce qu'il y a beaucoup d'informations, et je pense que c'est bien de simplifier à l'essentiel. Le milliardaire, il ne travaille pas pour gagner de l'argent, mais il travaille pour construire un système qui lui rapporte de l'argent. Plus le système exploite des effets de levier, plus il sera efficace et donc plus il rapportera de l'argent. Et plus les effets de levier sont forts, plus il rapportera de l'argent. Et donc notre but, c'est de construire un système qui a des forts effets de levier. Pour ça, on a 3 modèles mentaux qui nous aideront à faire des meilleurs choix pour construire notre système. Le premier modèle mental, c'est de prendre tes choix selon tes valeurs et ta réalité. Le deuxième modèle mental, c'est d'éviter les choses qui causeront ta perte. Et le troisième modèle mental, c'est de chercher constamment à simplifier à l'essentiel. Pour le reste, bonne chance, à toi de tester encore et encore pour trouver et réussir à construire le système qui te correspond à toi et qui fonctionne dans ton cas. Et j'aimerais conclure avec une petite histoire qui est l'histoire du bambou chinois. On raconte qu'il existe en Chine une variété de bambou tout à fait particulière. Si l'on en sème une graine dans un terrain propice, il faut s'armer de patience. En effet,
La première année, il ne se passe rien. Aucune tige ne daigne sortir du sol. Pas la moindre pousse. La deuxième année non plus. La troisième, pas davantage. La quatrième alors, que nenni. Ce n'est que la cinquième année que le bambou pointe enfin le bout de sa tige hors de terre. Mais il va alors pousser de 12 mètres en une seule année. La raison en est simple. Pendant 5 ans, alors que rien ne se produit en surface, le bambou développe secrètement de prodigieuses racines dans le sol grâce auxquelles, le moment venu, il est en mesure de faire une entrée triomphante dans le monde visible au grand jour. L'histoire du bambou chinois, elle nous enseigne une chose. C'est pas parce que les résultats ne sont pas visibles qu'ils sont inexistants. Tes efforts ne sont pas inutiles, ils ne sont peut-être pas visibles, mais tu es en train de construire les racines de ton système. Donc continue, persévère et réfléchis. Parce qu'un jour, tes racines seront suffisamment solides pour voir naître ton bambou. Et là, tu vivras ce que les médias appellent un overnight success. Voilà pour cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si tu veux aller plus loin avec moi, j'ai écrit une séquence mail dans laquelle je te montre étape par étape comment écrire un tunnel de vente qui convertit. C'est le premier lien en description. Et j'ai eu plein de retours sur ces mails, par exemple j'ai Jacques qui me dit « J'ai adoré ta séquence mail, là je la relis et je prends des notes ». Donc si tu as envie de la recevoir, premier lien en description. Je te laisse découvrir ça. Et sinon, moi je te dis à la prochaine.